Au début, j'étais nulle. Au début, je voulais démissionner parce que je me suis dit, mais je fais quoi ici? Il fallait écrire des bonnes annonces. Je dis, ah, écrire des bonnes annonces, ça se passe comment? Je ne sais pas faire. Ouais. Elle lit ce que j'écris et puis Charlène dit, je n'aime pas. Je dis, d'accord. Photos de trouble, on sait qu'on va attendre encore. Mais Makiza, un petit indice. Vous allez me frapper. C'est tout. Malika. J'ai plus un indice sur Makiza 3. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Vous n'êtes pas prêts pour ça. C'est une surprise. Ah, franchement, la fin, j'ai pas aimé. Je pense qu'on nous a arraché la fin comme C'est ça. ça. On regarde le dernier épisode, Mais je disais une pourquoi? fois. Et donc, on a hâte de voir la saison 2. Qui a dit qu'il y aurait une saison 2 déjà? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Malika Ouattara, une écrivaine passionnée et créatrice audiovisuelle talentueuse. Née avec une histoire marquée par la résilience et la quête de soi, Malika a grandi dans l'amour de deux familles, celle qu'il a vue naître et celle qu'il a élevée après le départ de sa mère. Dès l'enfance, elle trouve dans l'écriture un refuge, un moyen d'exprimer sa peine et ses émotions, et cette thérapie personnelle devient rapidement une passion profonde. À seulement 20 ans, elle publie son premier recueil de nouvelles posant les premières pierres d'une carrière prometteuse. L'écriture l'accompagne dans toutes ses aventures, du blogging à la publicité chez AOS Africa, en passant par la télévision, et il joue un rôle clé à Live TV, gravissant les échelons pour devenir responsable créa développement. En 2023, elle est récompensée pour son travail exceptionnel en signant des scénarios tels que Isabelle et Makiza, couronnés par un prix du meilleur scénario original à la Nissa. Mais Malika ne s'arrête pas là. Avec Fouteuse de trouble, fruit de la collaboration avec Fabrice Aoignan, elle continue de surprendre et de se réinventer, explorant de nouveaux horizons. Son parcours est une véritable leçon de détermination, un témoignage vibrant de la force de suivre ses rêves. Aujourd'hui, elle nous partage ses défis, ses succès et les leçons tirées de son parcours unique. Installez-vous, ça démarre maintenant. Bonjour Malika. Bonjour Edith. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Très très bien, je suis contente. Tu voulais m'esquiver? Oui, je suis timide, donc des fois, franchement, je suis timide. Je sais pas, donc je fuis les caméras. Toutes mes invitées, en tout cas la plupart de mes invités, les femmes que je reçois, ouais, je suis timide. Vous n'êtes pas timide. Ouais. Vous avez une force intérieure inégalée. On va voir ce que ça donne. Et toi, tu fais cette magie avec les scénarios. On dit scénario ou scénarii? Scénarii. Avec les Mais scénarios. après, tu sais, le français, ça évolue, donc... Exactement, il est tellement élastique. Avec les scénarios que tu as écrits, les scénarios qui ont amené des séries à succès sur la chaîne privée Live TV. Je cite notamment Isabelle. Je cite également ma préférée, en tout cas l'une de mes préférées, Makiza. La préférée également de mon époux, Jaco Bleu, Makiza. Et également Fouteuse de trouble, qui a très bien marché également, que j'ai kiffé. Qui fait le rôle d'Aïcha. J'ai été testée Eric, bien sûr, comme la plupart des Ivoiriens. Et t'as pas aimé la fin? Ah, franchement, la fin, j'ai pas aimé. En fait, je pense qu'on nous a arraché la fin comme ça. On regarde le dernier épisode. Mais comme je disais une fois, moi, à la base, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais des nouvelles. Tu vois, les nouvelles. Si. Le principe des nouvelles. Explique le principe des nouvelles pour nos... En fait, ce sont des cours d'histoire. Oui. Hein, c'est concis, c'est précis. Et puis, ça finit, pouf. D'un coup comme ça. Ça finit. Non. Donc, c'est pour ça que je suis, à la base, tu vois. J'aime choquer. C'est ce principe de nouvelles qui t'a habitué, en fait, à écrire des scénarios. Ouais. Mais non, là, tu nous as enlevé la fin. Et donc, on a hâte de voir la saison 2. Mais qui a dit qu'il y aurait une saison 2 déjà? Tu sais que les Ivoiriens nous regardent. Non, normalement, c'est prévu. C'est prévu la saison 2. On va expliquer tout ce que vous n'avez pas compris, qui a cogné qui a fait quoi, pourquoi. Mais franchement, moi, j'ai pas compris les Ivoiriens à ce niveau-là. En fait, ils étaient là en mode mais elle s'est pas vengée. La vengeance, elle est où? Oui, en fait, moi, le gars, il a plus de pieds. Vous voulez quelle vengeance? Non, mais en fait, je trouve que la vengeance... je sais pas qui est derrière ça. Ouais. Bon, on va garder le suspense. Qui a cogné? Pourquoi le mobile de l'accident, de la collision, de la vengeance? Qui est derrière tout ça et tout? Mais on se disait que la vengeance d'Aïcha allait prendre un peu plus de temps, qu'elle allait torturer lentement, progressivement Eric, qui la redécouvre différemment, épanouie, belle, féroce, aguicheuse, allumeuse et tout ça. On s'est dit qu'on aurait encore peut-être 3 ou 4 épisodes où elle allait le faire languir, il allait regretter d'avoir fait ce qu'il avait fait à Aïcha. Eh bien, il va regretter la saison 2. Mais je pense qu'en fait, il y avait... Aïcha, au bout d'un moment, elle avait un souci moral, tu vois. Elle n'était pas heureuse. Tu vois, il y a une scène... En fait, franchement, tout est dans les détails. Tu rates une séquence, tu rates un dialogue, tu rates un regard, juste, tu as perdu beaucoup. Il y a une séquence où la femme du footballeur, quand elle vient la voir,
elle lui dit, en fait, tu me fais pitié. Est-ce Oui. que tu es heureuse? Quand la dame se retire, Aïcha, en fait, elle est enfermée. Elle se rend compte que tout ce qu'elle fait, finalement, ça la... Ça la détruit de Tu l'intérieur. vois, elle n'est pas bien. Et elle parle à sa maman lui dit la même chose. Arrête, ça va te détruire, tu vois, passe à autre chose. Donc, quand elle arrive à faire perdre sa licence à Eric et tout, elle se dit, c'est bon, tu vois, elle abandonne. J'ai obtenu ce que je voulais. Elle abandonne, il ne pourra plus jouer, il ne pourra plus partir. J'ai brisé quelque chose, mais je ne vais pas me briser plus que ça pour lui, tu vois. Donc, elle s'arrête là. Maintenant, pourquoi est-ce que peut-être sa copine, à la fin, vient rentrer dans le film? Peut-être que c'était un truc qu'elle avait déjà prévu entre elles, on ne sait pas. Oui. C'était un truc qui était écrit, c'est qui devait être fait, briser ses pieds, et puis elle a voulu se détourner. À la fin, elle dit, je ne veux plus. Et la fille a voulu terminer le projet pour elle. On ne sait pas, on saura la saison 2. Mais pour moi, Aïcha, elle a fait sa part. Elle voulait l'apaisement. Elle a eu cet apaisement avec la perte de la licence. Avec la perte de la licence et tout. Elle a vu tomber un peu, tu vois. Ouais. Elle était apaisée. Il fallait qu'elle passe à autre chose. Ça, c'est une grandeur d'esprit. Ouais. Est-ce que finalement, se venger, c'est toujours la solution? C'est clair. Tu Est-ce vois. que c'est réellement la solution? Est-ce que c'est la solution? À la fin de la Tu vengeance, te fais du mal à toi aussi. exactement. D'aller sortir avec un gars Que tu n'aimes pas. par vengeance, pourquoi, tu vois. Avec deux gars même Ouais, que tu n'aimes pas. Salif. Finalement, le Salif, elle épouse. Oui. Elle épouse le Salif. Mais on a l'impression qu'à un moment donné, après le mariage traditionnel, elle avait commencé un peu à aimer Salif. Oui, mais tu vois, elle disait dans les dernières séquences, elle disait à sa grande sœur Vivi, sa grande sœur, elle disait, je ne l'aime pas. La fausse Vivi. Elle disait, je ne l'aime pas. Vous avez des locks, vous deux. Vivi et toi. OK. Ah oui, c'est vrai. Si. Oh, je vais pas capter tout de suite. Mais c'est vrai qu'on se ressemble un peu. Hein. On a quelques traits. On a des mèches, des locks dorés et tout. Mais toi, t'es pas Vivi, non. Non, moi, je suis pas méchante comme Vivi. Mais elle disait Vivi, justement. Vivi a été salope. Je suis désolée, Vivi. Hein. Bon, c'est pas toi, le truc. Mais t'es salope. Le plot twist, moi, je m'attendais... Bon, c'est le principe d'un plot twist. Je m'attendais absolument pas à ce plot twist de Viviane. Qui en fait sortait avec Eric. Et tu vois, pour nous, de dans pouvoir le dos d'Aïcha, le cacher dans ce dos, on s'est dit, il y a une bombe qui arrive là, vous attendez pas à ça, tu vois. Imaginer. Mais elle lui a dit justement, je ne l'aime pas. Parlant de Salif, je ne l'aime pas, mais il est gentil, ça va venir, je vais apprendre à l'aimer. Tu vois. Donc, tous les mariages ne sont pas forcément des mariages d'amour. C'est avant tout un arrangement. Donc, mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas qu'il est marié. Ah oui, c'est vrai. Mais après, lui, il est musulman. Peut-être qu'elle est deuxième femme, on ne sait pas. Mais il est marié, ça, elle ne sait pas. Mais quand même, c'est quand même un mariage, une union qui est fondée sur la douleur du viol. Du viol, d'une situation. Et puis bon, en plus, la perte, la mort de son papa. Franchement, ça a été un moment marquant de la série. On a tous coulé des larmes. J'ai vu des gens se filmer, poster des vidéos sur TikTok où des personnes pleuraient, des mamans pleuraient, des femmes pleuraient et tout. Ça a été fort en émotion. Et franchement, je salue aussi le jeu d'acteur d'Aïcha. Donc, Miss Kadik Nguessan. Et également Eric aussi, qui a très bien joué son rôle de salaud, de professionnel qui cherche à tout prix à aller en Europe pour réussir et tout ça. Mais franchement, le jeu d'acteur d'Aïcha, c'est une très, très, très belle découverte. Elle est naturelle. Elle a accepté d'être naturelle dans son jeu, sans maquillage, dans sa tenue. Comme une petite fille. Elle est authentique. Voilà, comme une petite fille du quartier et tout ça, quoi. Franchement, très bon choix. Mais le scénario, il porte tout. Et la magie, comme je l'ai dit encore, je vais le répéter encore derrière tout ça, ce sont les scénarios que tu as écrits, toi et ton équipe également, avec qui tu travailles. Ça dépend des projets, oui, mais donc là, du coup, Footeuse, c'est avec Casimir. Avec Casimir qu'on a travaillé. Comment se passe ton processus créatif? Bon, je vous ai satisfait pour ceux qui ont regardé Footeuse. Vous avez regardé aussi Maquisard. Maquisard, il y a une saison 2 qui est en cours. Ça arrive bientôt. Maquisard également, je pense qu'il y a une saison même. Deux saisons qui arrivent. Oui, 2 saisons qui arrivent. Exactement. Et puis Footeuse de trouble, il y a la saison 2 aussi qui arrive. Donc, à quel moment je vais me reposer? Cher, tu as choisi. Tu vas assumer. C'est ça. Donc, comment se passe ton processus créatif? Moi, par exemple, pour écrire, ça me demande une concentration énorme. Je veux dire, déjà, même pour m'asseoir, je procrastine beaucoup pour trouver le moment clé. Pour dire, OK, je m'assois et puis je commence. Ça me prend énormément de temps. Et pour ça, il faut que je sois au calme, sans bruit.
Toi, comment ça se passe pour ton processus créatif? Est-ce que tu as besoin de t'enfermer à la maison pendant un mois, ne pas rencontrer des gens, être focus devant ton ordinateur? C'est quoi ta méthode? En fait, je veux dire, ma méthode, elle a évolué, puisque avant, quand j'étais plus jeune, j'écrivais seulement Ok, quand je suis triste. d'accord. Quand je suis triste, j'écris. Oh. Ah, j'écris de superbes choses quand je suis triste. Je suis très productive quand ça va pas. Oui. Et après, quand j'ai commencé à guérir de mes démons intérieurs, on va dire ça comme ça, il faut le dire, j'ai appris à m'inspirer de tout ce qui est positif autour de moi. Ouais. Donc, quand je suis plus triste, je n'écris pas, c'est difficile. Mais il y a d'autres choses, il y a de belles choses à dire. Et pour moi, avant tout, écrire, c'est communiquer. Donc, j'écris beaucoup sur mes émotions. Écrire, c'est parler, c'est communiquer des émotions aux gens. C'est tout ce que je sais faire. Je ne sais pas faire autre chose. Donc, pour les scénarios, la première fois que j'ai écrit pour un scénario, c'était avec ma sœur. D'accord. C'était 2014 à peu près. Je ne sais plus quel âge j'avais en 2014. Tu as quel âge même? J'ai 30 ans là. Ah oui. Ne calculez pas mon âge. J'ai déjà dit mon âge. Non, mais ça va. Mais ça va. Tu es J'étais jeune, tu vois. et tout. Et donc, ma sœur, elle savait que j'écrivais. Que toute ma famille sait que j'écris. Oui. J'écrivais dans les cahiers pour mes amis. J'écrivais un peu sur Internet et tout. Et donc, quand ma sœur, elle me dit, je veux faire un film et tout écrit pour moi. J'avais pas d'ordinateur. Elle me donne son ordinateur. Je ne savais pas comment faire. Comment on faisait des scénarios. Donc, elle me montre un peu, je me rapproche un peu de Mike Danon. Il me donne un scénario à lire. C'était un scénario de Garo Productions, je pense, à l'époque. Donc, je vois un peu comment surtout les présentations, comment on présente et tout. Et après, je n'ai pas la chance de poursuivre avec lui parce qu'il n'a pas forcément le temps et tout. Mike Danon, qu'on salue également, qui est metteur en scène, qui est multidimensionnel, artiste multidimensionnel, scénariste, bref, tout. Ouais. Et donc, après, ma soeur me donne aussi un livre. Donc, je ne me souviens plus du titre, mais en tout cas, j'ai lu. J'ai lu, j'apprends. Donc, ce que je faisais, c'est que tous les soirs, j'allais à l'école. Donc, tous les soirs. Tu étais en quelle... je veux dire, tu étais à l'université, grande école? 2014, peut-être première année, quelque chose comme ça, je crois. OK. Juste après le bac, je pense. D'accord. Donc, elle me donne son ordinateur et tous les soirs, j'écris. Elle me dit ce qu'elle veut. C'était une série avec des épisodes bouclés fermés. Donc, épisode 1, je vois ça comme ça, je vois ça comme ça et tout. Et puis, moi, j'écrivais. Et j'écrivais très vite. J'écris très vite, tu vois. Parce que je suis là comme ça. En fait, j'aime imaginer, j'aime me perdre dans... J'aime t'évader. Voilà, tu vois, donc c'est facile de partir. Des fois, quand j'écris et que je laisse un personnage assis quelque part et que je vais faire autre chose, je suis là, puis je dis aux gens, laissez-moi partir parce qu'il est bloqué sur la route, il doit traverser. Waouh! En fait, tu vis avec ce personnage. Voilà, tu vois, je vis avec eux. Donc, j'écris, en une nuit, j'ai pu écrire un épisode pour elle. Après, c'était sur du 26 minutes. Mais moi, je ne me rendais pas compte, je me rends toujours pas compte de ma faculté. Pause, hein. En une nuit, tu pouvais écrire, tu peux écrire un épisode de 26 minutes. Ouais. En fait, je ne me rends pas compte de ma faculté. C'est un talent. Je ne me rends pas forcément compte. Pour moi, c'est normal. Donc, avec ma soeur, elle a vu, ça va vite. Donc, après, elle prend derrière, elle corrige et tout, elle m'aide et tout. Donc, c'est comme ça qu'on fait la première série et qu'on signe ensemble co-scénariste. Bon, c'était une belle expérience. C'était Blog. Ok, je me sur la RTI. Et c'est une belle expérience parce que c'est deux sœurs qui écrivent ensemble et tout. Oui. Et moi, j'avais aucune expérience. C'était la première fois. Elle m'a offert mon premier ordinateur, ma sœur, donc Méliou. Et c'était vraiment magnifique. Après, j'ai pu participer au tournage et tout. J'étais vraiment dans un univers que j'aimais. Et la série a eu un prix au FESPACO en 2019. Ça a été diffusé sur la RTI, si je ne me trompe pas. Et puis après, TV5. Et tu ne nous as pas dit le nom de ta sœur? Méliou Akreloba. Méliou Akreloba. Ouais. Nous te saluons, Méliou. Ouais. Merci de lui avoir donné cette opportunité aussi. L'ordinateur, et de lui avoir permis de faire. C'est elle qui m'a, tu vois, scénario sur moi. Et puis, c'est ma soeur, mais elle me paye. Tu vois. Mais bien sûr. Moi, je suis jeune. Moi, je m'en foutais. Moi, j'écrivais. J'aurais pu le faire gratuitement. Oui. Mais elle me donne de l'argent. Elle te respecte. Peut-être jeune, c'est normal. Mais tu vois, donc, elle me donne de l'argent et puis elle me donne de la valeur et elle m'apprend un métier. Quelque part. Donc, c'est comme ça que ça commence. Après ça, elle m'emmène avec elle au Discope Africa. OK. Et au Discope, donc la série est déjà sortie. Donc, c'était... franchement, là, je ne sais plus. Hein, c'était à l'époque. OK. Mais je ne sais plus, mais c'était un salon. C'est le marché de l'audiovisuel, on va dire. Exactement. Qui réunit tous les professionnels et africains et tout. Et on présente un épisode ou deux de la série. Et les gens rigolent. Donc, je dis, donc c'est chic. Ils aiment. Donc, c'est chic. Tu vois ton produit. Tout, tu vois. Et ça faisait chaud au cœur. Et après, le Discope, je suis approchée par une productrice, Angela Caran. Elle a un nom compliqué. Elle est européenne? Non.
Elle est africaine, je crois qu'elle est togolaise. OK. Je crois qu'elle est togolaise. Et elle travaillait sur la série à l'époque Hospitalité. Mhm. Donc, elle vient me voir et puis elle me dit, elle veut bien que je travaille avec elle. Donc, le projet, il est en cours. Elle a déjà ses scénaristes. C'est ça. Et elle veut que j'intègre pour écrire quelques épisodes. Et c'est là que j'apprends vraiment à écrire. Parce que ce que je faisais avec ma sœur, c'était, j'écrivais sur, je connaissais pas les outils C'est ça. d'écriture. C'était sur Word, j'écrivais vite, comme ça et tout. Mais donc, quand j'intègre son équipe, d'abord, tout est à distance par mail. Elle me présente à son équipe. Il me donne la Bible. J'ai dit la Bible. Ah oui, Ça, c'est ce mot-là. Faudrait Ça, expliquer c'est c'est quoi la Bible parce que j'en ai entendu également parler dans l'univers des scénaristes et tout ça. Ouais. En fait, si tu veux, on va dire pour résumer, c'est la Bible. C'est le gros bébé, c'est le document qui contient toutes les informations relatives à la série. Donc, le synopsis, la description des personnages, l'arc narratif, donc comment est-ce que l'histoire évolue, tu vois. Donc, eux, par exemple, c'était des épisodes aussi bouclés fermés. Bouclés fermés, ça veut dire que, en fait, il y a une narration tout le long, mais chaque épisode, en fait, est indépendant. Même si, sur Footeuse, la saison 1, on avait ça. C'est ça. Que des fois, on a des personnages qui apparaissaient après qui ne venaient plus. Oui. Donc, c'est un épisode bouclé fermé, mais l'histoire suit son cours. C'est ça. Tu vois. Chaque épisode est sur une nouvelle aventure que les personnages vivent. Donc, quand je rentre dedans, je ne sais pas trop et tout, et je n'ai pas les bons outils, donc ils me disent télécharge tel logiciel, et ils me corrigent, en fait, tu vois. Eux, ils m'apprennent. En fait, ils te forment réellement au métier de scénariste. Moi, j'avais des scénaristes en face. Eux, vraiment, ils me forment, et vraiment à distance. Là, quand je contacte avec eux, je vois toutes mes lacunes, je dis, Tu pensais que j'avais déjà perdu, j'étais déjà une grande non, mais même scénariste. pas. Tu vois, c'est pas quelque chose que je voulais forcément faire, mais ils me montrent que c'est vraiment un métier, c'est vraiment qu'il y a des codes et compagnie. Et j'ai écrit, et aussi la recherche, c'était une série médicale. OK. Donc, tu te rends compte que selon les sujets que tu dois aborder, il faut que toi aussi, tu aies un minimum, que tu te formes. Si je veux parler d'une maladie, je vais aller chercher sur Google. Heureusement que ça existait maintenant, il y a d'autres outils. Mais quelle plante, par exemple, soigne ta, tu vois, quels sont les symptômes et compagnie pour pouvoir rendre le truc voilà, bien Crédible. Donc, ils te corrigent, tu fais les retours et tout. Donc, vraiment, avec eux, ça a été unique. J'ai vu que sur 3 ou 4 épisodes, ou moins même, je ne sais pas, mais ça a été une vraie école pour moi. Après, j'ai eu la chance de travailler avec, de faire 2, 3 épisodes, ça et là. Mais franchement, pour moi, c'était juste... En passant. C'était pas, je vais être scénariste. C'était pas, je vais être scénariste. Tu étais encore à l'école quand tu as eu ces 2 opportunités, celle avec ta sœur, avec sa série Bloc, et puis la après, deuxième avec Hospitalité. Sur une période de combien de temps? C'est-à-dire que tu m'as dit que j'étais en première année déjà, tu avais commencé à écrire. Et lorsque tu as eu l'opportunité avec Hospitalité aussi d'apprendre avec des professionnels, ça a duré combien de temps? Moi, tout va vite un peu avec moi. Parce qu'en fait, c'est vrai que ma sœur, quand on a commencé à écrire en 2014, entre les problèmes d'argent, quoi pour pouvoir produire, la série est sortie en 2018 ou 2019, quand je crois, même. tu vois. Ah ouais, on a fait 4 ans après, 5 ans après, ouais. On a refait, donc je crois le temps que ça se mette en place. Et donc, on va dire à peu près, quand je rencontre Angela, je crois que j'ai rencontré Angela en 2015, 2016 aussi, dans ces eaux-là. Ouais. Et donc, ça allait très vite. Mais comme tout le temps, je ne voulais pas faire scénariste. Qu'est-ce que tu voulais faire à la base? Je te dis la vérité. La maman de Maquisard, la maman de Footeuse de trouble, Isabelle. Qu'est-ce que tu voulais faire à la base? Je te dis la vérité. Moi, je suis prête à entendre tout ce que tu veux. Alors, c'est vous moquez de moi. Non, attends. Déjà, je vais te rassurer. On va dire l'une de mes invitées, qui est la directrice des hydrocarbures, de l'approvisionnement des hydrocarbures en Côte d'Ivoire, au ministère, qui est ingénieure géologue, une grande dame que j'adore, que j'apprécie. Elle a avoué dans l'épisode qu'elle voulait à la base, elle ne se voyait pas ingénieure géologue. Elle se voyait pâtissière quand elle était petite. Et c'était sa passion. Après, c'est vrai que ça a évolué, ça a changé, mais c'était pas du tout ça. Donc, tu peux tout me dire. OK. Moi, j'ai jamais aimé aller à l'école. Moi, j'étais petite, là. Non, faut le c'est vrai dire. que l'école aussi, bon, c'est un peu contraignant. Petite, je sais que déjà, on me frappait tout le temps parce qu'on disait 1 plus 1 disait 3. Ah oui, il faut le dire. Ah non. Et au CP, je voulais arrêter l'école pour devenir servante. Faut pas me demander pourquoi. Ah ouais. Au CP. Je voulais devenir servante. Au CP1. Oui. Tu voulais devenir servante. Non, c'est un métier. Oui, mais en fait, j'explique. Après, c'est de par ma mère. Parce que ma mère travaillait. Ah, ok. Tu vois. Moi, je voulais faire comme ma maman. Ma maman était à la maison. Et là, elle était bien. Je voulais devenir servante. Tu voulais être à l'aise? Oui, tranquillement.
Et plus tard, j'ai voulu devenir avocate. Ok. J'ai voulu devenir journaliste, vétérinaire. Je suis un peu passée partout. Ça évolue à chaque Ça fois, en évolue. fait. Quand on est enfant... t'es jeune. Mais j'ai jamais eu, en fait, sauf être auteur, écrivain. Ça, je savais que je voulais devenir écrivain. Quand j'étais petite, genre 9 ans et tout, et que j'écrivais, j'ai déchiré les cahiers que ma maman achetait pour moi. J'achetais 2 feuilles, j'ai dessiné ma première de couve, je mettais mon nom comme un livre, la crème de couverture et tout. J'écrivais mon histoire dedans et mes amis lisaient en classe. Et je savais que je voulais devenir auteur. Au fur et à mesure que j'évoluais de classe, je prenais des cahiers plus grands au fur et à mesure. D'ailleurs, même si j'avais encore mes cahiers, mes amis d'avant, voilà, donnez-moi un peu. Tu sais, il y a des histoires, il y a des pépites dedans, je ne sais pas en fait. Donc c'est comme ça, je voulais devenir auteur. Et ma mère m'a dit, être auteur, c'est pas un métier. Ça rapporte pas de l'argent. C'est pas un métier, il n'y a pas d'argent dedans. Elle avait raison. Ah bon? Être écrivain? Bon, en Côte d'Ivoire, peut-être. Oui, ici, il n'y a pas d'argent dedans, mais je le voulais. Je le voulais parce que c'était pas pour l'argent. Dieu merci, je crois que j'ai jamais eu de problème d'argent, donc je ne cherche jamais à faire les choses pour l'argent. C'est ça. Mais vraiment pour mon épanouissement et pour pouvoir apporter des choses aux gens. Comme je dis, dans tout ce que je fais au quotidien, que ce soit par écrit, que ce soit scénario, que ce soit pour la télé ou pour les blogs, compagnie, ce que je veux quand je parle, c'est juste pouvoir toucher une personne par jour. C'est tout ce que je veux. Donc voilà. Et tu en touches des millions, je peux te l'assurer. Merci. Tu nous délectes de tes scénarios. Et franchement, je pense que c'est pour moi c'est une fierté de voir une jeune dame exceller dans ce domaine. On parle de cinéma, on parle de production audiovisuelle, du cinéma ivoirien. Il y a eu beaucoup de débats, de panels sur le développement du cinéma ivoirien et tout. Mais franchement, on sent la touche. On sent cette touche aussi qui est apportée et par le studio FS, mais également par les scénarios que tu proposes avec les réalisateurs qui les mettent en œuvre, qui leur donnent la vie en fait à ces scénarios-là. Au-delà de tout ça, on a parlé, c'est vrai, du processus créatif. J'ai pas fini de répondre ça. Ah oui, non, je te demandais... processus la méthode. Oui, si. C'est pour ça que je suis. Ah, vas-y. Oui. Non, mais comme je t'ai expliqué, en fait, c'était différent selon les saisons. Là, par rapport au scénario, là, ce qui s'est passé la première fois avec Isabelle, c'est que le boss cherchait une idée. Il voulait une idée de série. Moi, je n'étais même pas là quand il disait ce qu'il voulait. Mais ça, c'était la première série. Isabelle, moi, je n'étais pas là quand il disait ce qu'il voulait. Mais quand un jour, je lui ai dit, le boss cherchait une série. Fabrice Awagnon, qu'on salue. Fabrice Awagnon. Il y a l'argent en jeu. Il dit, il veut quel genre de série et tout. Donc, on me dit un peu, tu vois, l'esprit. Après, quand tu sais à qui tu vends. Moi, je me considère comme, moi seule, je suis une agence créative. Quand tu connais ton client, tu sais quel genre de choses peuvent l'approcher. La première fois même déjà, parce que moi-même, mon esprit est bizarre. J'ai fait un synopsis bizarre qui me ressemble, qui est moi. Le premier, Isabelle. Oui. La première version, c'est un truc... Moi, je suis très dramatique, je suis très sombre. Donc, j'ai fait un truc sombre. Et c'était difficile, hein. Et Charlène m'a dit... Charlène Danon... Oui, quand c'est à lui également. Ça, là. Ça n'a pas passé. Non. Réécrit, tu vois. Et donc, je m'assois et je réfléchis mieux. Et je sors le synopsis d'Isabelle. Je montre à Charlène, elle valide la première, tu vois. Je sais que ça peut lui plaire. C'est pour ça qu'on lui propose Isabelle. Moi, j'avais fait deux synopsis à l'époque. Il y avait Isabelle et puis une autre idée qui va venir, Inch'Allah, bientôt. Et donc, il a pris les deux. Il a aimé les deux, il a pris les deux. Et donc, c'est comme ça que Isabelle commence. C'était la période de Covid. Donc, moi, j'ai Corona et je suis à la maison. On doit aller en résidence d'écriture avec, justement, parce que maintenant, il faut écrire. C'est ça. Donc, on n'a pas un collège d'auteurs et tout, donc il faut voir autour de nous avec qui est-ce qu'on peut travailler dessus. À la base, on ne devait pas travailler sur Isabelle nous-mêmes. On avait l'idée, on devait la donner à une agence de scénaristes pour développer et tout. Mais vu que le cinéma, la sélection n'a pas l'argent beaucoup dedans. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans le cinéma ivoirien? On n'a pas l'argent. Franchement, il n'y a pas d'argent. On va te croire. Il n'y a pas d'argent. C'est difficile. Donc, on s'est dit, on va le faire en interne. C'est comme ça qu'on monte ce petit groupe-là avec Charlène, Chris, Diego et moi pour écrire Isabelle. Donc, Diego qui est scénariste également, Chris également. Qui sont scénaristes. Faut le présenter chacun. Chris Clausran, qui est scénariste sur Isabelle et directeur marketing du coup du groupe Life. Exactement. Et Charlène Danon, donc, qui était à l'époque directrice de production à Life et du coup qui est scénariste aussi sur Isabelle. Et Diego qui travaille à Vaudou. Normalement, il travaille pas, il est toujours là-bas, mais qui était aussi scénariste dessus.
Ok. Donc, tu vois, on a appris les trucs de la maison. On s'est dit, mais il y a des talents en interne, C'est ça, finalement. exactement. Donc, eux, ils vont en résidence d'écriture. Et moi, je suis malade. Moi, je n'aime pas sortir. Parce que été doublé. Je suis très casanière. Moi, je suis casanière Je aussi, suis très ça, je peux te casanière, c'est l'assurer. difficile. Donc, je voulais même pas aller à Assini. Bon, moi, je peux jamais aller à Assini. Et donc, ils vont avant moi. Donc, le temps que je guéris, c'est juste un jour ou deux que je les rejoigne. Quand j'arrive, ce qu'ils ont fait d'Isabelle, parce qu'en fait, moi, j'avais l'idée, Isabelle, c'est une jeune fille d'un quartier populaire qui découvre qui veut devenir séductrice parce elle trouve qu'elle a du charme et tout. Et puis qui veut gagner de l'argent aussi. C'était ça, Isabelle. Ouais, et jusqu'à ce qu'elle tombe sur un couple qui va changer sa vie parce qu'elle tombe amoureuse du client, donc du mari de sa patronne qui l'embauche du coup. Et donc, c'est une guerre entre les deux dames pour l'homme. Moi, je suis très romantique. Soit on meurt, soit on s'aime. C'est ça. Dans ce que j'écris. Et donc, c'était ça, Isabelle. Quand je suis arrivée, ils ont changé le nom des personnages. Il s'appelait Abraham à l'époque, Frédéric, dans mon écriture. Ils ont mis Frédéric est devenu Abraham. Isabelle est devenue... Isabelle, elle est restée Isabelle. Ben ouais, ils ont apporté ça, tu vois, la magie. Parce que ton univers à toi seul, il n'est pas assez riche. Oui. Chacun de nous est différent. Charlène, elle aime quand elle s'assoit et demande, tu qui en premier. J'aime bien ça. Chacun comme dans Game of Thrones. Chacun a son angle, tu vois. Ouais. Et moi, je suis la douceur. Donc, quand je suis arrivée, j'ai vu ce qu'ils ont fait de mon bébé et on a adopté le bébé ensemble. Voilà comment est-ce qu'on commence à écrire. Chris, c'est quelqu'un qui est très, 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 très structuré. Okay. Et donc, qui nous aide beaucoup. Donc, ils ont déjà commencé à développer tous les personnages. 40 questions. Chris, c'est un malade. 40 questions par personnage. 40 questions à répondre sur le personnage. Tu vois. Donc, d'où il vient, sa ligne de désir. C'est sa ligne de désir. C'est cool. Ça, vraiment, ça, c'est un technicien. Ses tics, les phrases fétiches. Enfin, on décrit chaque... En fait, les caractères de chaque personnage. Et 40 questions, t'imagines. Ouais, c'est énorme. Et dans la vraie vie, à qui est-ce que le personnage ressemble? Il n'y a pas envie de dire ici. Dans la vraie vie, à qui est-ce que le personnage ressemble? Moi, je prends tout. Hein. Donc, c'était ça, en fait. Donc, on a fini de faire... Ils ont fini, parce que moi, je n'étais pas là sur la première partie, là. J'ai travaillé un peu quand je suis arrivée. En tout cas, donc, on a tout ça, comme on a toute la Bible, et on se dit, pour structurer le travail, du coup, on va passer par... on va faire une semaine, 5 épisodes. D'accord. Tu vois, donc par trame. Okay. Donc, chacun, maintenant, avait des trames à écrire. Donc, on partageait les trames. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé sur Isabelle. On a travaillé en 2 fois. Donc, on était une fois à Sini. Après, chacun allait écrire. Après, on s'est retrouvés au BBR parce qu'il fallait maintenant structurer. Bon, on se dit, quand on se donne les trames, on se dit, dans cette trame-là, il faut qu'il y ait ça dedans. Après, vous êtes libre, chacun, selon son inspiration, d'aller comme il veut. Mais bon, il y a un moment donné, il y a des débordements quelque part là-bas. Donc, on s'est dit, on s'assoit tous ensemble et on structure épisode par épisode ce qu'il reste. C'est ça. On se dit, épisode 1, séquence 1, il y a ça. Séquence 2, il y a ça. Séquence 3, il y a ça. En fait, vous discutez chacun de l'épisode. On discute tout. Et il y a quelqu'un qui tape. Chris. C'est lui qui tape. C'est lui le rapporteur. Oui. Donc, il rédige en fait tout ce que vous avez donné comme idée pour construire l'épisode jusqu'à la fin, à chaque fois. Et chacun réfléchit de son côté, chacun écrit de son côté. La première fois, on n'a fait que les trames, tu vois. On se dit, cette trame-là, voilà ce que c'est. On résume la trame. Voilà tu peux expliquer une trame en termes simples pour... En termes simples, en fait, si tu veux, c'est juste le résumé de la... C'est juste le résumé. Ils ont fait 5 épisodes. 5 épisodes-là, il faut se dire, par exemple, c'est la découverte d'Isabelle de son univers en 5 épisodes. Donc, c'est vraiment juste le résumé, tu vois. Et donc, c'était comme ça sur Isabelle. C'était vraiment cet univers, nous 4 ensemble, tu vois. On a fait quelque chose de beau. C'était magnifique. Ouais, c'était magnifique. C'était magnifique. Beaucoup de tension dans la série. L'amour et tout. L'amour, c'est moi. Ouais. Ah, moi, je pensais que j'étais plus dark, en fait. Je peux pas être plus sombre que Charlène. Ok, d'accord. Non, Charlène, c'est un autre level. Bon, Chris, je connais pas ce style, mais Charlène, c'est clair qu'elle est dark. Je peux pas être plus sombre que... Donc, tu es très passion, amour. Très passion, amour. Et puis très... Moi, en fait, eux, ils sont sombres, peut-être, on va dire, tout ce qui est complot politique, quoi. Oui, surtout moi, Charlène. Oui, tu vois. Moi, quand je suis sombre, c'est que la mort, c'est que la séparation, c'est que le départ. Et je ne fais pas exprès. Oui. Je suis... Par rapport à ton vécu. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'était pour Isabelle. Pour Maquisard, c'est une autre Maquisard, magnifique. Bravo. Franchement, si je pouvais faire un standing ovation, j'allais le faire. Mais là, je te fais des applaudissements. Merci beaucoup. C'était une très belle surprise. Franchement, j'ai adoré Isabelle, le plot twist et tout. Et puis bon, même l'actrice, hein. Franchement,
cette douceur, mais en même temps, cette maîtrise incarnée. Une belle découverte aussi, cette actrice-là. Tu as rappelé son nom d'ailleurs. Elle s'appelle Karine. Karine. Franchement, je lui souhaite une très longue carrière parce qu'elle est excellente. Et Makiza arrive avec Marie-Paul Adjé, avec Ephraim Oka et tout, et tout le jeu d'acteurs et tout. Et à ton avis, pourquoi Makiza a eu autant de succès? Quels sont, selon toi, les ingrédients qui font que Makiza a autant plu aux Ivoiriens jusqu'à ce qu'ils te harcèlent pour une saison? Arrêtez, en fait. Merci. Qu'est-ce qui a plu dans les ingrédients? C'est sûr que Isabelle, c'est populaire. Pardon, Makiza, c'est populaire. Isabelle, on est derrière, c'est un niveau. Voilà, chic et tout. Mais Makiza, c'est l'enfant du peuple, tu vois. C'est dans un quartier chaud, déjà Yopougon, tu vois. Yopougon, c'est la vie. Et la signature de Makiza, c'était « ça chauffe pas au quartier ». C'était les histoires du quartier, c'était les histoires de tous les jours, c'était des personnages qui on peut se reconnaître, c'était de l'humour, tu vois. Donc, c'est vraiment beaucoup d'humour. Et ça, en fait, il faut saluer, il faut applaudir pour les acteurs. Bravo. Bravo Marie-Paul Adjé, Ephraim et toute la team et tout. En fait, t'as des personnages clés. T'as des personnages à la base, par exemple, un limo comme ça. Pas forcément un personnage sur qui j'ai travaillé, genre développé et tout. Mais le gars, il a pris le truc, tu vois, et il s'est lui-même rendu un personnage important. Tu vois ce que je veux dire? Il a lui-même influencé de certaine manière. Tu vois. Et donc, franchement... Ils ont eu une certaine liberté. C'est toute l'équipe, en fait. Makiza, c'est vraiment un esprit. Moi, je n'étais pas sur les tournages. J'ai jamais allé sur un tournage de Makiza sur la première saison. Mais ils ont eu une certaine liberté d'être eux-mêmes, d'être naturels, de rajouter des punchlines, d'être... Tu vois? C'est ça. Et j'ai fait quel accent qui est sorti là, tu vois? Et donc, c'est ce qui a fait la force, en fait. C'est le naturel, c'est la liberté avec laquelle chacun a pu s'exprimer. Et comment est-ce que le réalisateur a compris la chose? Il a le réalisateur sur Makiza. Francis Gollet, qui a épousé... On salue également, bravo. Qui a épousé le scénario, qui a épousé la vision. En fait, on s'est mariés, quoi. C'est un mariage. Vous avez fusionné. C'est un mariage. Et donc, comment ça commence tout ça? Donc, c'est le même principe. On dit le boss cherche une idée. Moi, j'aime un peu l'argent, donc... mon chaki n'aime pas l'argent. Donc, j'écris l'idée. Je l'ai beaucoup poursuivi parce qu'il n'avait pas le temps de m'écouter. Je l'ai beaucoup poursuivi. C'est un homme pressé. Oui, j'avais montré à Charlène aussi qui avait validé et tout. J'imprimais mon papier et puis j'attendais Fabrice partout, il passait et tout. Donc, un jour, il était dans sa voie. Il sortait. J'ai dit, il a lu, il a aimé, il a dit, OK, on y va. Et donc, c'est comme ça que je commence à travailler cette fois-ci avec Charlène. Pourquoi Chris ne nous a pas suivi cette fois-ci? Je ne sais pas trop. Il est occupé? Je ne sais pas sûrement. Mais que je commence à travailler avec Charlène. On travaille au développement. Là, on était allé à Dabou. On était en résidence d'écriture aussi. OK. Donc, on a développé... Parce qu'à la base, l'histoire de Makiza, c'est quoi? C'est Prince qui a un rêve. Il ne s'appelait pas Prince. Il s'appelait Prince. Il s'appelait Prince au début, mais non, là, il change tous les jours. Il s'appelait Prince, qui avait un rêve, celui d'ouvrir la plus grande boîte de nuit d'Afrique de l'Ouest. OK. Parce que c'était le rêve de son papa. Son papa, c'était un homme de la nuit, mais qui n'a pas eu la chance et il était alcoolique et tout. Mais Prince, il a beaucoup de problèmes. Donc, on t'attend qu'il met les bâtons dans les roues et sa petite amie qui est une go de l'allée. En tout cas. C'était ça le synopsis, si tu veux, de Makiza. Et est-ce que Prince va réussir, malgré tout ça, à réaliser son rêve? Donc, quand on part avec Charlène à la résidence, je crois que Souzy n'avait pas de nom. C'est sa petite amie. C'est ça. Moi, j'écrivais. Donc, c'est Charlène qui nomme Souzy. Et moi, je savais que Souzy, c'était une go de l'allée, tu vois. Mais... Charlène habite... L'allée, parce que c'est continental. Excusez-moi. Des choses à dire, c'est suivi partout, un peu en Afrique et dans le monde. Le l'allée, c'est quoi? Une go de l'allée, si vous voulez, c'est une jeune fille un peu frivole, un peu, vous voyez. C'est ça. OK, d'accord. Donc, voilà. Donc, qui habille Souzy et qui lui donne son caractère, qui pousse, en fait, le vice du caractère de Souzy à l'extrême, tu vois. Donc, on commence à développer ensemble. C'est elle qui tue Sidonie. C'est Suzy qui a... Non, mais Charlène. Charlène, OK, d'accord. Qui tue Sidonie. Donc, on développe ensemble, on commence à écrire et tout. Et puis après, dans la circonstance des choses, Charlène quitte le projet. Donc, elle quitte le projet. Moi, je reprends le projet, sauf que je n'avais pas forcément tout ce qui avait déjà été écrit par elle et tout. Donc, il faut que je reparte un peu à zéro. Donc, j'ai en tête ce qu'on avait pensé. C'est ça. Je savais d'où on vient. Je savais
où est-ce que je pouvais aller. Mhm. Donc, j'essaye un peu de retravailler avec ce que j'ai. Les délais sont courts. Je suis seule là, du coup, pour faire 26 épisodes. Wow. Donc, on me ramène Un autre scénariste. un commando, parce que lui, et là, lui, il écrit très vite. Ok. Casimir Guelaté. Donc, il me rejoint et on travaille ensemble. Donc, vite fait. Vraiment, moi, je n'aime pas les réunions. Ouais. Je n'aime pas qu'on se voit. Je n'aime pas me déplacer. Si tu veux, viens à moi. C'est comme Il n'y a ça. pas de souci. Mais Si tu téléphones, ça ne me dérange pas. Ouais. C'est très WhatsApp. Mhm. Donc, on se voit une fois et puis après, on travaille sur WhatsApp. Je lui En envoie télétravail. je lui envoie ce que j'ai et je lui donne ma vision. Donc, ce que je fais, vu que à la base, avec Charlotte, on n'était pas allé sur des épisodes bouclés fermés. C'était sur une narration comme ça. Mhm. Et, moi, j'ai fait pour avancer. Je suis allée, Ouais. je me dis, on fait vite. Hein? On fait un épisode, tac, 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 on boucle. Donc, épisode 1, par exemple, je dis n'importe quoi, on découvre Prince. Épisode 2, anniversaire de Suzy. C'est ça. Épisode 3. Donc, chaque épisode avait un titre, déjà, tu vois, pour pouvoir cibler et tout. Donc, moi, j'ai écrit les 13 premiers et je lui confie à lui les 13 derniers. Ok. Parce que j'ai pas le temps. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, quand il finit d'écrire, il me ramène, il faut que je lise, il faut que je corrige et tout. Donc, je corrige et tout. Et la fin, normalement, de Maquisard, telle que écrite à la base, ça finissait sur le Suzy qui prend le maquis et compagnie. Je me dis, c'est trop facile, n'est-ce pas? Ouais. Il faut quelque chose. Donc, je jette le truc de la petite qui est sa fille. C'est vrai qu'avec Charlène, à l'époque, on avait parlé de cette éventualité-là, que l'enfant soit leur enfant, mais dans quelles circonstances, tout ça, on ne sait pas. Il fallait que ce soit jeté quelque part. Moi, je me dis, je mets ça à la fin. À la fin, on découvre que c'est sa fille. Donc, voilà comment est-ce que ça va. Donc, quand tu me dis processus créatif, moi, je fais la télé. J'aime la télé. Moi, j'ai postulé à Live TV, c'était pour la télévision. C'est ça. Je fais la télévision, j'ai des émissions. Ta passion. Ouais. J'ai des émissions à charge. D'abord, je travaille tout ce qui est contenu de manière générale quand il y a de nouveaux programmes, donc la conception et tout. Et puis, je suis l'éditorial de certaines émissions en particulier. Et ça j'aime ça. J'aime suivre mes animateurs, j'aime me prendre la tête avec les gens, j'aime crier sur mes collègues quand ils me fatiguent, j'aime ça. Je suis une très bonne collègue. En fait, tu aimes le mouvement. Ouais. Moi, je suis une go de terrain. Et la télé, c'est un terrain, mais c'est un terrain de jeu énorme, tu vois. Ouais. Et donc, je deal avec. Je fais scénario la nuit. Le matin, je fais un peu de télé. Et je deal avec. Je trouve un équilibre avec. C'est ça. Il n'y avait pas forcément de pression à ce moment-là. Il n'y avait pas de pression. C'était encore chill. Ouais. Donc, on fait ça. Maquisa sort. Et puis, boum. Succès. C'est Succès retentissant. Est-ce que tu t'attendais à ce succès-là? Je crois qu'aucun de nous s'attendait à ça. Ouais. Quoique Hyacinthe, quand il lisait, il a lu les premiers, il disait, il était confiant. Il disait, c'est une très bonne série. Lui, il y croyait. Bon, moi il a fini d'écrire. Parce que finalement, Maquisard est rentré dans la culture populaire d'une certaine manière. Et puis après, il y a la communication, parce que c'est vrai qu'il y a le scénario lui-même. Mais la communication autour du film, le marketing autour du film est très important. Exactement. Bravo à Chris également. Ouais. Parce que derrière, lorsque chaque épisode de Maquisard est diffusé... Tu vois la communication derrière, les visuels. Les choses que les gens copient maintenant, là. Exactement. On est content d'inspirer, il faut le dire. On est content d'inspirer. C'est vrai que Live TV ouvre toujours le chemin. Et chaque fois qu'un épisode de Maquisard est diffusé, juste après, il y a ce visuel avec un moment clé de l'épisode, une photo de la scène clé en question, ou bien de l'acteur en question et tout. Et tu vois les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens qui réagissent. Maquisard, c'était la folie. Les gens qui se approprient les personnages, qui pensent que les personnages sont réels et tout. Les gens bloquaient des rues dans les quartiers pour regarder Maquisard. C'est pas vrai? Oui. Les gens bloquaient. C'était ouf. Waouh, je savais pas ça. Ouais. C'était ouf. Mais j'avais raison quand je te dis que c'est rentré dans la culture populaire. Je veux dire, j'ai vu un épisode d'une des émissions de Live où vous interviewez, vous posez un micro dans la rue, microfolie. Là. Ouais. Et il y a une jeune dame qui disait, mais ramenez-nous Maquisard, depuis là, on attend la saison 2 et tout. Mais Live TV, ça... le cinéma, c'est difficile, il n'y a pas l'argent. si vous financez, on va aller vite. Mais c'est vrai en plus. Mais c'est ça, en fait. Je veux dire, après la production... La scénarisation, la production, la réalisation et tout. C'est vrai que c'est un environnement, la Côte d'Ivoire est un environnement spécifique. C'est pas le Nigeria où tu as près de 200 millions de consommateurs et tout. Tu as des centaines de chaînes de télé ici également, beaucoup d'annonceurs aussi. Mais je me dis,
que ce dynamisme que vous mettez en place avec les séries que vous produisez, avec cette signature. On reconnaît la signature aussi, d'une certaine manière. FS, les séries FS, on les reconnaît, le style. Vous osez. Vous ne vous mettez pas de limites. Vous avez des plot twists de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et derrière, forcément, même si nous, on n'a pas cet envers du décor par rapport au coût. Réalité, quoi. Et aux revenus que ça génère. Est-ce que ça génère des revenus suffisants pour produire encore d'autres films? Mais vous posez les bases. C'est pas facile. Mais quand on est pionnier, c'est comme ça. Mais je pense que là, si je salue mon patron, du coup, il est passionné. Tu vois ce que je veux dire? Il est passionné. C'est fonds propres, quoi. C'est lui. Parce qu'il veut faire de belles choses, parce qu'il croit, déjà à la jeunesse. De donner une chance, moi je le dis. Aux jeunes réalisateurs. De donner une chance aux jeunes scénaristes. Donc il croit, donc il l'investit, il s'investit lui-même, tu vois, dans ce qu'il fait. Et c'est un début, on commence et ça va venir. Ça va aller crescendo. Moi je suis tellement confiante parce que quand je vois, moi je suis une consommatrice de ces séries-là, franchement. J'adore, on est là chaque soir, on attend les épisodes. Mais bon, même si fouteuse de trouble encore, c'est resté là comme ça. Donc on attend la suite. Non, on va mettre de l'eau, ça va descendre. Ah non, il faut que ça descende. On a parlé de processus créatif. Je te demandais aussi en off et même juste après comment tu arrivais à te concentrer pour écrire. Mais tu as expliqué que c'était un talent inné chez toi, même s'il y a du bruit, puisque tu écris à la télé. J'écris à la télé. Alors qu'il y a beaucoup de mouvements à la télé. Avec eux, hein. Et tout, est-ce que tu as une salle à toi où tu peux t'asseoir à Live TV pour écrire sans qu'il y ait du bruit autour de toi? En fait, je suis moi-même une chose et son contraire à la fois. C'est-à-dire que je sais que j'ai besoin de calme. Mais les regarder autour de moi, je suis heureuse d'être au milieu d'eux. Tu es contradictoire. Oui, très. Moi-même, je suis très contradictoire. Donc, je mets mes écouteurs. Oui. Et puis, j'écris. Ils sont là, je suis contente de les voir autour de moi. Mais en fait, le problème, c'est quand chacun vient me toucher, me parler et tout. Là, je dis, mais laissez-moi. Et quand vous me voyez concentrée, laissez-moi tranquille, tu vois. Donc, ça, c'est difficile. Donc, j'attends la plupart du temps, quand je suis vraiment serrée, quand j'ai les délais vraiment, vraiment serrés, j'ai obligé d'attendre que tout le monde parte à la maison. Genre, il est après 23h, après le vrai match, je m'assois et puis j'écris. Donc, tu restes à Live TV, dans les bureaux de Live TV jusqu'à 3h du matin pour écrire? Ça m'arrive. Tu n'as pas de vie, ma chérie? J'ai une life. J'aime bien. C'est déjà ça. J'aime bien. La life et la vie, c'est complètement différent. C'est différent. Et donc, mais après, c'est... Comme je te dis, je suis dans mon monde, donc ça me dérange pas en soi. Tu vis avec tes personnages je vis avec mes personnages. Je suis contente de faire ce que je fais. Et puis... Mais le problème, en fait, moi, en ce moment, c'est la suite. Ce sont les saisons 2. Tu vois ce que je veux dire? C'est nouveau. Je crois que c'est la première fois que, du coup... les studios FS font une saison 2 de quelque chose, tu vois. Et donc, tu imagines... Tu n'es pas habituée aux saisons 2? Non, est-ce que même ils sont habitués? Nous tous, on est nouveaux dedans. Vous découvrez tous. Oui. Et tu as peur de décevoir? Non, mais déjà, la peur de décevoir, c'est déjà avec Fouteuse. Tu vois. Je te disais, quand on a fini Maquisard, ce qu'on va faire là, est-ce que ça va plaire? Et Dieu merci, ça a plu. Et maintenant, Maquisard, c'est toute autre chose. Tu vois. Ils ont beaucoup aimé Fouteuse. Je me crois qu'ils attendent beaucoup de Maquisard. Les attentes sont énormes. Voilà. Et moi, je vous dis, je suis une petite fille de 30 ans. Je ne peux pas porter le poids de vos attentes. Tu ne veux pas avoir de tension artérielle élevée. Ça, c'est vraiment très difficile. Et pour moi, c'est l'un des côtés négatifs de la chose. Parce que tu es exposé, les gens t'en veulent. Et comme je te disais tout à l'heure en off, d'une lecture à une autre, on n'a pas les mêmes sensibilités, on ne comprend pas les choses de la même manière, on ne voit pas les choses de la même manière. Ce qui va te plaire à toi ne va pas plaire à Y. Alors que peut-être vous deux même, ce que vous avez compris, c'est parce que moi je voulais exprimer, parce que L'Oréal voulait exprimer. En fait, c'est une œuvre de l'esprit et qui porte l'esprit de plusieurs personnes. Et c'est très, très, très difficile. Maquisard 2, je ne peux pas en parler là maintenant parce que ce n'est pas encore sorti. Parce que ce n'est pas encore sorti et tout. Mais c'est le projet qui m'a le plus torturée émotionnellement. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Ah oui. Pourquoi? Franchement, je ne peux pas dire pourquoi. Je ne peux pas dire pourquoi. J'ai failli t'avoir. Pourquoi? C'était difficile. C'est difficile dans le sens où déjà tout le monde... À la première fois, en fait, il n'y avait personne qui te disait quoi faire. Il n'y avait pas d'attente aussi. Il n'y avait pas d'attente. Personne. En fait, tu as écrit, tu étais seule. Aujourd'hui, comme ça a marché,
Il y a chacun qui a un avis à Tout le monde veut donner. mettre son nez dedans. Ah oui, ici, là, il devrait. Et donc, il faut que tu aies, en fait, la force, l'intelligence de ne pas prendre, en fait, tout ce qui vient de partout Ouais. et que tu restes fidèle, en fait, à toi. Il y a certaines choses qui sont bonnes à prendre, mais il ne faut pas s'éparpiller. Donc, de pouvoir rester concentrée, constante, de prendre le bon de ce qu'il y a à donner. Je me souviens, ça, quand les équipes techniques ont reçu le scénario et tout, alors là, Le scénario de Maquisard 2? ouais, quand ils ont reçu le scénario, Maquisard, c'était une torture. Ah, bon, c'est Malika, point. ça sera chic. Hein. Wow. Ça sera diffusé comme ça. Bon, en général, des douleurs naissent toujours Oui, non, de grands succès. le de grands projet projets. sera magnifique. Ouais. Bon, je ne suis pas très humble. Tout ce que je fais, C'est bien. je le fais bien. Ouais. Le truc, parce que je le fais avec le cœur, je le fais bien. Et puis, j'ai une grâce particulière sur ma vie. Tout ce que je Amen. touche, non, mais sérieusement, tout ce que je touche est béni. Ouais. Donc, quel que soit alpha, ça va bien se passer. Ouais. Mais ça m'a coûté des larmes, ça m'a coûté des nuits blanches. Tu vois. Des heures de Ça sommeil. m'a coûté des nuits blanches, ça m'a coûté des larmes. Donc, l'équipe technique, quand ils reçoivent le scénario, la première fois, je n'étais pas avec eux quand ils ont reçu. Je ne sais pas comment ils ont travaillé. Mais là, je suis venue m'asseoir pour les écouter. Que chacun dit ce qu'il pense. Donc, quand ils parlent, je suis, dans ma tête, je me dis, mais je suis nulle, c'est ça. Ah, ils m'ont démoli. Parce qu'en fait, comme je te dis, chacun comprend ce qu'il veut comprendre. Chacun comprend comme il comprend. Chacun a ses attentes. C'est une œuvre de l'esprit, c'est mon esprit. Oui. Tu vois. Je ne peux pas faire ce que vous voulez que je fasse. Ça vient de toi, moi, ça sort de tu tes vois. entrailles. Mais comme tu lis un livre, tu n'aimes pas ce que l'auteur a écrit. Tu aurais aimé. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc, tous les j'aurais aimé, je me dis... Et donc, c'est la première fois pour moi d'être confrontée à ça. Et donc, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, qui m'a même envoyé? Et là, tu fais face, en fait, c'est une suite. Tu fais face à il y a ce que tu veux faire et il y a ce que l'environnement te permet de faire. Vous allez comprendre ça bientôt. Ouais. Te permet de faire. Les questions logistiques et tout ça. Oui, donc on va te dire, il faut t'adapter à telle chose. Donc, tu dois prendre ça en compte. Moi, j'ai réécrit Maquisard 2 en moins de 3 semaines. J'ai réécrit. Waouh! J'ai réécrit. En moins de 3 semaines, donc, tu as réécrit. Tu avais déjà écrit, tu as réécrit encore. Oui, donc quand l'équipe technique assise devant moi en train de me parler, je l'ai envie de leur dire, frère, ce qu'il a fait, tu ne peux pas faire. En tout cas. Tu ne peux pas. Honnêtement, tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas la grâce. Pour avoir le résultat qui va sortir là, tu ne peux pas. Et là que je dis en même temps au réel, que là, je comprends en fait qu'il y a ce que je comprends quand j'écris et il y a ce que vous comprenez. Je lui ai dit, vous avez un blocage, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, appelez-moi, je vais vous expliquer. Et je lui explique ma vision. Je lui dis, par exemple, j'ai n'importe quoi. Tu vas me dire que telle scène manque d'émotion. Mais moi, en fait, l'émotion, cette scène, pour moi, c'est pas dans le dialogue. C'est dans ce personnage qui est assis là, qui ne parle pas. C'est lui qui prend tout. C'est lui qui est troublé. Donc, je lui explique comment je vois les choses. Et on essaie, en fait, de combiner. La série sera merveilleuse. La série sera merveilleuse. Vous allez m'insulter encore, mais c'est pas grave. Mais ça sera merveilleux. Et ça, c'était vraiment de la suite, tu vois. Ouais. Là, ça me stresse aussi de faire la suite de Fouteuse 2. Oui, mais là, j'avais vu que j'ai l'expérience de Maquisard. Je sais comment prendre les choses. Je sais comment ne pas laisser, donc du coup, les influences autour influer sur mon processus créatif, qui est de m'écouter moi-même. Tu penses que les influences dont tu parlais dans Maquisard, dans le scénario de Maquisard 2, tu penses que ces influences se sont imprégnées dans la réalisation de Maquisard 2? Ces influences dont tu parlais, pour lesquelles tu as lutté contre et tout? Non, après, déjà, il faut dire qu'il y a des choses, j'avais pas de maîtrise dessus. On est obligé, tu vois. Donc moi, il faut que je m'adapte, il faut que je trouve... C'est ça, en fait, être créative. On te dit, voilà, nos réalités. Comment est-ce que tu peux créer quelque chose autour de nos réalités? Et donc, voilà, je fais le job. Tu as déjà fini d'écrire Fouteuse de troupe 2? Alors là, arrêtez. Là, tu sais, on va te harceler. Hein? Non, en fait, j'étais censée commencer là, en ce moment, à cette période-là, mais je n'ai pas commencé, je réfléchis. Tu cherches l'inspiration? Je cherche l'inspiration parce que c'est ça. En vrai, quand tu cours entre la télé... En moins d'un an, parce que là, je regardais la dernière fois, il y avait des souvenirs de Facebook, là. Je me suis rendu compte qu'en fait, Maquisard, c'était l'année dernière. Ouais, en fait. C'est rapide, là, c'est passé vite. Oui, et là, en même temps, Fouteuse... Tu as enchaîné. J'ai besoin de respirer un peu. J'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver, et puis de digérer. De digérer, en fait, le trop plein d'informations, le trop plein
je n'ai pas dit de succès, mais de problèmes qui vient avec qui le succès. viennent avec, tu vois. Ouais. Parce que oui, aujourd'hui, tu es devant, on drift, tu es Malika Ouattara qui a écrit ça, mais à la moindre erreur, tu sais On va te clouer au on pilori. te descend. Oui. Donc, il faut que je sois assez forte, assez mature et que je garde les pieds sur terre et que je fasse ce que je sais faire, écrire, sans écouter l'environnement. Parce que c'est très difficile. C'est un exercice pas évident, sérieux, surtout, je veux dire, quand c'est vrai qu'on est jeune, mais on a également autant d'influence autour de soi. Et en plus, tu ne fais pas que de la scénarisation, tu n'écris pas que pour le cinéma, tu es également à la télévision. Tu as un rôle clé au sein de Live TV. Vous regardez, en tout cas pour ceux qui regardent en Afrique, en Côte d'Ivoire et en Afrique, et la diaspora également qui regardait chaque soir du lundi au jeudi le vrai match. Samedi, le grand débrief. C'est également la maître d'œuvre derrière quand vous voyez Kevin et Brezing en train de toucher leurs oreilles. C'est Malika qui est dans leurs oreilles chaque soir, en fait. Donc, c'est elle, la maîtresse également de tout cet ensemble. Tu gères le vrai match? Je fais le vrai match, je fais le club, je fais le grand débrief. Et puis après, en fait, on fait un peu tout. Stéphane et moi, donc Stéphane Kras, c'est mon binôme à la télé. C'est vrai que sur la première saison du vrai match, le vrai match, c'était pas censé faire... Oui, c'était juste pour la CAN. Voilà. Donc, je faisais tous les soirs. C'était bien beau. Quand ça a commencé à devenir trop long, je dis, frère, vas-y, on partage les jours. Je peux pas. Je peux pas, tu vois. Je peux pas faire ça tout le temps. Donc, du coup, avec Stéphane, on se partage les jours. Et ça m'appelle sur le vrai match. Mais après, derrière, tu as le club, tu as le débrief, tu as les autres trucs de la télé. C'est pas évident. Mais quand je te dis, j'aime la télé. Moi, je ne veux pas arrêter la télé. Hein. Malgré toutes ces difficultés, malgré ces nuits blanches, ça me porte. Ça te porte. Ça me porte, je ne peux pas arrêter. C'est ce que je voulais faire. En fait, la télé, c'est magique. Comment tu as rencontré la télé? Comment j'ai rencontré la télé? Oui. Déjà, moi, quand j'étais plus jeune, je crois qu'on regardait Tfou.fr. Oui, bien sûr. TF1 tous les matins. On se réveillait à 6h pour regarder. Il y a ma télé, comme on dit. C'est ma vie devant la télévision. Et je regardais toutes les séries de TF1. Je faisais la journée sur TF1. Je regardais la série de 13h. Là. Après, je enchaînais avec la télé-réalité. Je faisais toute ma vie devant la télé. J'aimais les pubs surtout. C'est ça que après j'aimais les pubs pendant la pub de TF1, c'est le meilleur moment et tout. En tout cas, les pubs de TF1, franchement, ça peut tenir un court-métrage. Tranquillement. Un court-métrage, franchement. Mais c'était ça, j'aimais la pub, j'aimais regarder. C'était beau, en fait, tu vois. Et quand Life a lancé, je crois que on a lancé en 2020, mais c'était annoncé bien avant. C'était annoncé, même 2 ans avant. Il y avait des discussions déjà. Et tout en 2018 et tout, ils avaient déjà commencé. Ils avaient lancé même des recrutements en 2018. J'ai postulé en 2018. J'ai postulé en 2018. Il y avait beaucoup de télé. Je crois que j'ai postulé à Life parce que je connaissais l'esprit, en fait, de Fabrice Aounian. Tu voyais tout ça. Tu voyais le magazine Life, tu vois, souvent être vu et tout. Et j'avais envie de travailler là-bas parce que je savais qu'il y avait l'énergie qu'il fallait. Donc, j'ai postulé en 2018. Il y avait un peu de folie, cette folie-là. Il y avait j'ai postulé en 2018, mais il n'y a pas eu de suite. Après, c'était pas vraiment organisé, je pense. C'était pas encore vraiment structuré. Et donc, quand ils sont revenus la deuxième fois et qu'il y avait encore des recrutements, j'ai postulé. J'ai postulé pour scénariste et j'ai postulé pour conceptrice-rédactrice. Alors, quand je vais à l'entretien, on me donne... D'abord, j'étais malade. Je crois que moi, j'avais corona déjà. Oui, on était en plein Covid. Mais moi, c'était pas encore connu. Mais je crois que moi, j'avais corona, mais je ne savais pas. J'avais une grippe de... Donc, on m'appelle, on dit entretien. Je dis, je suis malade. Mais j'y vais. Et on me donne des exercices. Je ne suis pas inspirée, je suis fatiguée. D'abord, je venais de mon boulot et j'étais fatiguée, je n'étais pas inspirée. On posait plein de questions. Comment est-ce que tu vois la chaîne? Si tu devais proposer une signature pour la chaîne, quels sont les mots-clés ou les couleurs qui... J'avais un test de conceptrice-rédactrice, en fait. Donc, quand je pars après en entretien avec donc, la RH de l'époque et puis Charlène Danon, du coup, elle lit ce que j'écris et puis Charlène dit « je n'aime pas ». J'ai dit « d'accord ». Et donc, elles me disent, on va te donner une autre chance, propose d'autres signatures.
Et moi, à l'époque, vraiment, j'ai toujours voulu travailler dans les médias. Donc, je savais moi-même déjà, je commençais déjà à faire des événements pour les femmes. J'avais créé ma page Facebook. Je voulais, ça s'appelait Women Testimony TV, parce que je voulais faire des émissions pour les femmes, déjà. Et donc, et j'avais un magazine en cours qui s'appelait Femmes aussi, et qui avait une certaine ligne éditoriale. Et la signature de mon magazine, que j'avais partagée à l'époque à plusieurs amis avec qui je voulais travailler, c'était Femme, le magazine sans filtre. Donc, quand je suis assise devant elle et qu'elle me dise on n'aime pas, propose autre chose, et que je me dis en fait, de l'idée que je me fais de la chaîne, ça ressemble pas à mon magazine, tu vois, c'est un truc libre, on parle librement, on est colorant, on est fun, on est positif et tout. Je me dis, bon, magazine, là, mais si tu n'aimes pas ce que je joue, tu vas faire. Donc, il faut écrire ton truc là. Et donc, j'ai écrit Live TV, la télé sans filtre. C'est déjà leur signature. Ah, c'est toi? C'est pas moi, justement. C'est ça qui les a choqués. La télé sans filtre? C'est pas moi. C'est ça qui les a choqués. Donc, quand j'ai écrit la télé sans filtre, elle se demande entre elle là-bas, elle connaît qui ici? C'était déjà leur signature. Ah, c'était déjà leur signature. Ok, d'accord. C'était une coïncidence. Une coïncidence, ok. C'est ce qui m'a fait rentrer à Live. Alors, moi, j'ai juste pris la signature de mon magazine et que j'ai proposé. On dit que l'esprit était déjà un depuis le début. Donc, j'ai toujours rêvé de faire de la télé. Et c'était trop chic. La télé, c'est chic. Hein. Les débuts et tout ça. Au début, j'étais nulle. Au début, je voulais démissionner parce que je me suis dit, mais je fais quoi ici? On a tous ça n'a pas été évident hein, pour tous. Oui, parce les que c'était nouveau. Exactement. Il y a CR, j'étais CR en agence, CR à la télé, c'est pas la même chose. Conceptrice sédatrice. Et excusez-moi de ne pas définir les thèmes. C'est vrai qu'elle a des thèmes techniques. Heureusement que tu es là, pardon. Elle oublie les caméras, c'est vrai, tu vois. Pardon. Et donc, c'était pas pareil. On me disait, on me parlait de bonnes annonces, il fallait écrire des bonnes annonces. Je dis, écrire des bonnes annonces, ça c'est parce que moi, je ne savais pas faire. Tu vois. En fait, je ne comprenais pas le principe. Et il ne faut pas avoir honte de demander. C'est ça. Parce que quand tu ne connais pas, il faut demander. Je me suis retournée vers mon collaborateur Dorian Dewey, donc qui est responsable des programmes et directeur de Life Radio, pour lui dire vraiment je comprends pas, je me sens... donc qui m'aide un peu, tu vois. Et au fur et à mesure, et aujourd'hui quand il me voit, il dit toi là, mais tu as oublié d'où tu viens. Je dis oui, j'ai oublié d'où je viens. Et c'est comme ça. Comme ça et tu as évolué. Et c'est vraiment comme ça que j'entre dans cet univers là, et que des fois je me dis quand je suis sur un plateau et je suis en off, ils sont en train de faire une émission. Je me dis, mais en fait, si je mets un pied là, je suis à la télé, tout le monde me voit, en fait. C'est de la magie. Ça fait quoi d'être derrière les caméras, d'orchestrer tout ça? C'est chic Tu préfères orchestrer que d'être devant? Ah oui. Mais après aussi, je pense que j'ai un talent pour être devant. Tu as envie d'être un peu actrice? Non, mais moi, je suis... Non, pas actrice, mais dans tous les cas, je pense qu'avec le temps, ça va venir. Que je me mette devant. Pas forcément à la télé, ça peut être sur une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, mais que je me mette devant. Moi, je me prends pour un média. Tous les matins, je me filme. Tous les matins, je suis un peu narcissique sur les bords. Ah oui, tous les matins, je me filme, je parle aux gens. La maman de Maquisard, Isabelle et les fouteuses de troupe, chaque matin, tu te filmes. Et qu'est-ce que je raconte aux gens? En fait, sur WhatsApp, j'ai bloqué tout le monde, la majorité, beaucoup de personnes. Donc, je raconte toute ma vie sur WhatsApp. Je fais mon show là-bas, en fait. Là-bas, je fais mon show. Je me prends pour... Faut que je regarde. Voilà. Elle était débloquée un jour seulement, sinon. Mais vraiment, c'est ça. C'est ça. Donc, je préfère être derrière. Une fois, on faisait les coulisses de la télé. Et puis, on m'a filmé. Je leur ai dit que moi, je suis le chef d'orchestre de mon émission. Du début jusqu'à la fin. Et c'est magnifique, en fait. En fait, déjà, il y a une connexion entre tes animateurs et toi. Mes animateurs, ce sont mes bébés. Il faut les chouchouter dans le sens où, quand ils sont bien, ils rentrent bien à l'écran. Donc, tu es un peu psychologue sur les bords, tu vois. Ensuite, la préparation. Quand tu te loupes, on t'insulte. Bien sûr. Il faut, après, te rattraper. En fait, des fois, on va te dire, la prof va te dire, l'invité, là, nous a lâché. Bon, tu as 2 minutes de l'émission, tu fais quoi? On va te dire, le plateau n'est plus disponible, il faut trouver des solutions. C'est trop bien de courir, de m'énerver. Moi, je m'énerve tout le temps. Je m'énerve tout le temps. Je m'énerve. Quand je finis de m'énerver, je dis à mes collègues, pardon, c'était juste pour l'émission, vous savez que je vous aime. Mais c'est magnifique. Tu es une tensionnaire? On ne dira pas ça. T'es sûre? Ouais. Quels sont les moments... Ça fait 4 ans de télé, on va dire. Tu débordes d'énergie, mais tu adores surtout l'énergie que te renvoie la télé, que te renvoie cet univers, les animateurs, les émissions que tu penses, que tu crées. Est-ce qu'il y a eu un ou des moments clés qui t'ont marqué jusqu'aux larmes? Par rapport aux émissions? Par rapport aux émissions. Marqué jusqu'aux larmes. En fait... Ou jusqu'à l'énervement où tu as voulu claquer la porte à un moment donné. Énervement, là. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Mais en fait, c'est
beaucoup. C'est vrai que c'est chic. Mais on a un rythme. On a un rythme incroyable. C'est-à-dire qu'au tout début, la télé, on travaillait du lundi au lundi. Oui. Tu vois, ça te bouffe des relations. Ouais. Tu vois plus ta famille. Forcément, quand tu as du temps, tu veux rester à la maison, tu veux dormir, tu veux pas sortir. Ouais. Les gens ne comprennent pas. Oh, tu te prends pour qui et tout, frère, je suis fatiguée. Tu veux te reposer? Je suis fatiguée. C'est pas que je suis. C'est difficile en termes de conserver des amitiés ou quoi que ce soit. Je dis toujours aux gens, je suis là. Je suis pas là physiquement. Mais si tu as besoin de moi, je suis là. C'est l'essentiel, tu vois. Mais là, je me souviens des jours, en fait, quand je suis fatiguée, je suis assise et puis je pleure. Ouais. Après, c'est les émotions, les hormones aussi, ils sont pour beaucoup. Mais quand ma fatigue est extrême, je pleure. Et puis je dis, quand je suis trop fatiguée, je suis fâchée. Je dis, c'est bon, mais moi, je vais démissionner, j'en peux plus. Tu as déjà eu des épisodes de burn-out? Oui, je pense que... Oui. Mais comment je gère ça? Ah oui, mais c'est la question. Comment tu gères ça? Est-ce que tu vas consulter? Est-ce que tu te coupes complètement? Tu fais une pause de la télé pendant un moment pour récupérer? Tu peux pas vraiment faire de pause. Et là, c'est quelque chose que je dois apprendre. Je dois apprendre à prendre du temps. Oui. Je dois apprendre à prendre du temps pour moi. Je dois apprendre à m'arrêter. Mais je suis quelqu'un de très perfectionniste. Je suis quelqu'un qui aime faire les choses jusqu'au bout. Pourtant, je suis très désordonnée. En fait, tu crées dans le chaos. Oui, je crée dans le Les chaos. génies créent dans le chaos. Oui. Et en fait, je suis à l'époque, si j'ai une émission demain, la veille, mes fiches sont imprimées. Ouais. Mes fiches sont déjà prêtes, mes fiches sont imprimées. C'est que quand le lendemain, pour X ou Y raison, on aura un retard, on aura un truc, j'aime énervé. Donc, moi, tout ce que j'ai fait la veille, c'était pourquoi. Ouais. Donc, j'aime quand tout est carré, tac, 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 tac. Mais au fur et à mesure, j'apprends à lâcher prise. C'est ce qui m'aide beaucoup. J'apprends à lâcher prise. Parce que il y a encore 3 mois, j'étais très tac, 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 tac. Et ça me fatiguait moi-même émotionnellement. Donc, j'apprends à lâcher prise. À déléguer? À déléguer. Même comme me déléguer encore, c'est encore difficile. Je délègue, mais il y a toujours beaucoup ma main derrière. C'est difficile parce que tout le monde n'est pas comme toi, ne réfléchit pas comme toi. On n'a pas, ce sont des œuvres de l'esprit, quoi qu'il en soit dans ce qu'on fait. Donc, il faut accepter que la vision de l'autre n'est pas mauvaise en soi, tu vois, tu peux l'orienter, essayer de l'orienter, mais pas la changer, parce que l'autre ne va pas réagir, pas penser comme toi. Donc, vraiment, j'apprends à déléguer, j'apprends à lâcher prise, à me dire, s'il y a un problème, ok, il y a un problème, bon, mais la vie, on ne peut pas tout régler aussi, donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de gérer mes burn-out quand ça arrive. Mais il y a un truc que je me dis toujours, c'est-à-dire que quel que soit le problème de la journée, quel que soit ce qui va se passer, à la fin des choses, peu importe l'heure à laquelle je vais rentrer à la maison et je serai toujours Malika Ouattara. C'est ça. Donc voilà. Tu te retrouves toujours à un moment donné, malgré ce bruit. Tu as dit que ça te coûtait des relations. Tu es en couple? C'est quelqu'un du milieu? Comment ça? Tu dirais la question déjà? Est-ce que c'est quelqu'un du milieu? On peut dire ça, oui. Donc, il comprend ton rythme. Ah oui, il ne peut pas comprendre, il est pareil. Ah, d'accord. Donc ça va. Mais même si, malgré le fait qu'on soit tous les deux du milieu, ça crée quand même des soucis parce que quand moi, je suis un peu libre, lui, son rythme est... Comme moi, mon rythme, lui, il est un peu libre. Donc, c'est difficile de trouver un équilibre. Mais bon, rien n'est facile. Mais forcément. Et puis, ça se construit au fur et à mesure. Avec mon ex à l'époque. Parce que quand j'ai commencé la télé, lui, il ne comprenait pas. Tu vois. Oui, il se disait que tu t'éloignais, que tu préférais ton travail. Non, mais il voulait partir. Donc, c'était une occasion. la bonne occasion. Mais ta famille te dit, on ne te voit plus. La première fois que j'ai senti que je faisais la télé, c'était la première année à Noël. Tu étais à la télé, oui. Ça, c'est frustrant quand même. En fait, moi, je suis très famille. Le 24 décembre, c'est le réveillon, c'est la famille et tout. On était en train de faire un montage à la télé. Et 1er janvier, le 31, on était à la télé. Ah ouais. Donc, quand il est minuit, tout le monde sait, les gens sont contents de voir ce temps, les feux d'artifice et tout ça. Toi, tu es devant un écran en train de surveiller le montage. Et puis, pour que ça passe le lendemain à la télé, en fait, c'est beaucoup de sacrifices qu'on fait pour les téléspectateurs, en fait. Devant leurs écrans, ils ne se rendent pas compte, en fait, de tout ce qui est sacrifice, que ce soit pour les animateurs, que ce soit pour nous. Je dis les animateurs parce que le cas dernièrement de Kevin et Brazing avec leur ami Marcel, ils sont détruits émotionnellement. Mais ils sont obligés d'être là. Les gens se rendent pas compte. Je me suis demandé comment ils allaient pouvoir faire. Les gens ce lundi, l'épisode du lundi, ils ont été forts. Très, très forts. Même s'ils ont craqué, mais je ne sais pas si moi, j'aurais pu faire cet épisode ce lundi et continuer, mais ce n'est pas du tout évident.
C'est pas... Mais- Ouais, vraiment. Marcel, paix à ton paix à âme son âme, et rest in peace. vraiment. Ouais. Tu vas nous manquer énormément. Et merci beaucoup pour ta joie de vivre. Franchement, moi, j'arrive pas encore à réaliser qu'il est C'est parti. fou. C'est fou. C'est fou. Ouais. Mais tu vois, ce genre d'émotion, quand tu es l'équipe derrière aussi, c'est vrai que, par exemple, on va parler d'une thématique dans une émission. Tu as tes collègues, j'ai des collègues, des fois, on parle de quelque chose et puis ils sont sur leur caméra ou quoi que ce soit et puis ils sont en larmes. Parce que le sujet les touche aussi. Bien sûr. Donc, en fait, on est tous, en fait, on est tous des humains, en fait. On est tous des humains, on n'est pas des machines. Et d'une manière ou d'une autre, on est affecté par ce qui se passe. Il y avait un collègue qui devait travailler, il devait faire l'ingénieur son. On l'a appelé, on lui dit qu'il y a sa nièce qui est à l'hôpital, qui est malade et tout, qui ça va pas. Le sujet sur lequel on parlait, on parlait de la perte d'un enfant. Sa nièce, elle est morte entre-temps. Wow. Tu vois. Mais il était là, en train de faire le job. Ouais. Donc, c'est un travail, c'est vraiment beaucoup de passion. C'est beaucoup de passion, beaucoup de dons de soi. Et puis, il faut avoir un environnement qui comprend. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir d'enfants, j'ai envie de dire. Mais oui, je veux dire, j'ai la chance de ne pas avoir d'enfants. Sinon, ce serait une charge pour toi, Oui, peut-être que par rapport à ton timing, tes journées. Je pense que si, c'est ça, la vie, en fait, ce sont des étapes, ce sont des saisons. C'est ça. C'est sûr que si aujourd'hui, j'ai une charge autre moi-même, ça va changer mon système, tu vois. Je vais peut-être arrêter là. La pause que je dois prendre et que je n'arrive pas à prendre, je vais la prendre naturellement, c'est ça. tu vois. Mais là, vu que je suis un peu juste seule, j'ai que moi en charge, j'arrive à dealer avec. Tu peux tout faire parce que tu es seule pour l'instant, on va dire, en griffe. Ouais. Et donc là, voilà comment j'essaie de tenir. Mais en tout cas, dans toutes les choses, dans tout ce que je fais, c'est vraiment donner le meilleur de moi. Avec passion. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Ouais. Ouais. Tu es entière, en fait. Ouais. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Tu le fais bien. D'où tu viens, Malika? Je viens d'où? Je suis de la Cocody. D'où je viens? Ton parcours, d'où tu viens? Comment tu étais quand tu étais petite? J'ai parlé beaucoup. J'ai parlé beaucoup, comme maintenant. Là, mais je me suis calmée. Quand j'ai pris conscience, on va dire, de mon existence, j'étais une enfant très, très heureuse, très choyée. J'avais toujours beaucoup de cadeaux à Noël. J'étais la petite princesse de la famille. Fille unique? Attends, j'arrive. J'avais des grands frères, j'avais une maman. J'étais heureuse. Je ne voulais pas aller à l'école, on me frappait parce que je ne voulais pas aller à l'école. Tu vivais à Cocody? Ouais. Ok. En fait, comme je dis que j'ai grandi dans deux univers quand j'étais petite, parce qu'il y avait ma mère, elle s'appelait Pauline. Pauline. Et Pauline, c'est celle qui m'a mise au monde. Ouais. Mais pendant que j'avais Pauline, j'avais aussi Alice. Okay. Alice, c'est ma maman. D'accord, donc tu avais ta mère biologique et tu avais ta mère adoptive. Ta mère, voilà. Dire, c'est ma mère. Et en fait, Pauline travaillait pour Alice. Ah! Tu vois? Voilà. Et donc, je suis née là, en fait. Je suis née dans cette famille. Je suis née avec mes grands frères et sœurs et compagnie. Ce sont les enfants de ma maman. Mais je suis née là. Ils m'ont toujours adoptée, tu vois. Tu as toujours été là. J'ai toujours été là. Je suis née avec eux. Tu es née avec eux. Voilà. C'est ta famille. C'est ma famille. Donc, quand maman est décédée, parce que ma mère était très malade, quand ma mère est décédée... Tu avais quel âge? 6 ans à peu près. Ouais. Et quand elle est décédée, je me souviens, mes grands-parents à l'époque, ils voulaient me garder. C'était naturel. Genre, notre fille n'est plus là. Je me souviens d'une scène où mon grand-père et ma grand-mère, on est allés au bureau de papa pour aller dire merci. On dirait genre merci et tout. Et puis, et puis et il a dit, mais on a déjà inscrit à l'école, ramenez-la et qu'elle reparte, tu vois. Et donc, c'est ça. Ma maman, des fois, je dis ma mère, ma maman, Alice, ma maman, en fait, une fois, j'ai fait une émission à La Réunion, justement, où le thème, c'était parents d'adoption. Elle n'a pas aimé, hein. Elle m'a appelé, elle m'a dit, en fait, toi, tu as un problème. Tu ne connais pas ton histoire et tout. Ce n'est pas ta famille d'adoption, c'est ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ma mère m'a aimée depuis le ventre de ma mère. Je dis tout le temps ça. Ma maman, c'était comme sa fille. Elle aimait ma maman comme sa fille. Et, elle était plus âgée qu'elle. Oui, beaucoup. Ouais. Ma maman était jeune. Ma maman m'a eu jeune. Ma maman m'a eu peut-être 21 ans à peu près. Donc, ma mère, c'était comme sa fille. Et donc, quand ma mère est tombée enceinte, elle lui a dit... donc, tu vois quelqu'un...
Mais ramène-le Ah oui, on pour va que le je voir. puisse le voir et tout. Et donc, ma mère, ma maman qui me raconte que quand elle a vu à l'époque mon papa, ça, j'en ai déjà parlé sur Facebook, pas écrit, mais pas... je vais pas pleurer. Pas écrit. Comme ma mère, elle a vu mon papa. Après, c'est mon histoire, mais j'estime aussi que c'est l'histoire de mes parents et que ça me regarde pas forcément, c'est leur histoire. Mais comme ma mère, elle a vu mon papa, elle a trouvé malade, physiquement. Oui. Et donc, ma mère, elle est médecin. Ok. Donc, c'est comme ça que elle prend l'initiative de faire des tests, en fait. En 90, je suis en 94, 93 et tout ça. 90, c'est le sida, la maladie du siècle, tu me diras. Donc, ma mère, elle fait les tests à ma maman. Et elle se rend compte que ma maman est atteinte du sida. Ma maman ne savait pas. À l'époque, les gens ne savaient pas. Oui, elle était jeune. Et puis, seulement que mon père ne savait pas. Je ne sais pas s'il savait ou pas. Et donc, elle ne lui dit pas qu'elle est malade, mais elle la soigne. Puis à l'époque, il n'y a pas de traitement pour les... Il n'y a pas encore les antirétroviraux pour protéger l'enfant et tout. Et donc, voilà. Et c'est ça qu'en fait, ma mère, elle a été à l'initiative d'une cellule, la première cellule de prise en charge des femmes atteintes de sida au CHU de Cocody. Ok. Ça, c'est grâce à moi, tu vois. Hein? Ça a changé la vie de nombreuses personnes. Et donc, elle traite ma maman et tout, et elle prie pour moi aussi. Et elle ne lui dit pas de quoi elle souffre. Et comme ma mère accouche, donc du coup, quand je nais, j'avais les anticorps de ma maman, comme tous les enfants. Donc, j'avais la maladie. Et donc, là, ma mère aussi commence du coup à me soigner, toujours sans dire à ma maman de quoi elle souffre. Je crois que mon papa, il est décédé avant que je naisse. Il est décédé avant que je naisse, je ne l'ai pas connu. Il s'appelait Oumar. Tu n'as pas eu de photos de lui? Ah, j'ai des photos. Mon papa, il était sexy, il était beau. Ah. Et il était beau. Et... donc, elle me traite, la vie continue et tout. Donc, chaque mois, je passais mon temps à l'hôpital, apparemment, quand j'étais petite, à me faire des analyses et tout. Il paraît que quand j'ai eu 1 an, ou je sais pas, j'ai fait une crise vraiment très grave et tout, où j'ai failli mourir. Ma mère, elle a dit adieu. Je l'ai pas... Genre, on n'a pas fait tout ça, pour qu'elle parte, quoi. Ouais. Donc, vas-y, fais quelque chose. Et je crois que c'est quand j'ai eu 18 mois qu'un jour, ils ont fait les analyses encore et puis il n'y avait plus rien. Elle ne croyait pas. C'est que depuis ce jour-là que j'ai fait mon anniversaire 2 fois. J'ai déjà fait mon anniversaire. Elle était tellement contente qu'elle est revenue. Elle dit qu'elle a ramené un gâteau à la maison. On a fait encore mon anniversaire. Je dis, mais pourquoi mon anniversaire encore? Elle dit, célèbre la vie. Et ma mère, elle ne savait toujours pas de quoi elle souffrait. Parce qu'elle ne lui avait toujours pas dit, mais elle était toujours sous traitement. Si. Elle prenait les traitements sans savoir pourquoi elle prenait les traitements. Mais elle était très intelligente. Et après, quand on commence à parler, ça c'est ma maman qui me raconte, à parler du sida et tout ça, elle entend et puis elle demande à ma maman, est-ce que j'ai le sida? Et ma maman lui dit oui. Et ma maman dit que la première chose qu'elle lui demande, c'est « Hey Malika ». Ah putain. Prends ton temps, t'inquiète. Prends ton temps. Et selon la légende, quand... Ta mère était une femme fabuleuse. Femme fabuleuse. Quand elle a appris sa maladie, il paraît que elle a fugué. Elle a fugué? Elle m'a pris. La maison. Oui, elle m'a pris, elle est partie. Wow. Ça va plus trop. Tiens. Merci. Elle a fugué avec toi? Oui, elle est partie. Je pense qu'elle avait besoin de réfléchir, et tout. Bref. Et puis, voilà. Elle est revenue au bout de combien de temps? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Mais quoi qu'il en soit, moi ça, j'ai appris ça quand j'avais 24 ans. Ok. Non, petite, moi, je vivais ma vie. Hein. Je ne savais pas ce qui s'était passé avant, qui était quoi, qui faisait qui. Ma maman, à l'époque, je l'appelais Tanti. Ok. Et donc, quand ma mère part, c'est que tu vois qu'en fait, en Afrique, on ne parle pas aux enfants. Oui. En fait. Il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup d'omerta sur des secrets de famille. On ne se dévoile pas. Les parents ne se dévoilent pas beaucoup aussi, en général. Il m'avait dit que, en fait, mon papa, il s'appelait Oumar. Mon père s'appelle Oumar. Il m'a dit qu'il s'appelait Edouard. Edouard, je le connaissais, je le voyais. C'était mon oncle, en réalité. C'était le frère de ma maman. Ah, ok. Donc, on ne m'avait pas dit, en fait. Et donc, quand ma mère meurt, et je suis petite, on ne me parle pas. En fait, c'est tout ça qui a, je pense, changé ton regard sur le monde. Parce que j'étais quelqu'un de très... ouvert. Joyeux. J'étais un enfant, finalement. Et aux obsèques, en fait, t'as tout le monde qui vient, qui te regarde, a pitié de toi. Je te dis, mais j'ai besoin que... Quand ils sont venus annoncer le décès de maman, parce qu'elle habitait à Yopougon, on habitait à Yopougon-Sikouji. Ok.
Donc, quand elle ne travaillait pas et qu'on partait à Yopougon, là-bas, j'étais la princesse. Parce que moi, je venais de Cocody. Si. On dit la choco de Cocody. Ah oui, je venais de Cocody et tout. Donc, moi, on me frappe pas, on me traite pas comme tout le monde. Je venais de... Si. C'était la choco du coin. Et là, cette fois-ci, la maman, elle partait pour se faire soigner. Parce qu'elle était malade. Elle était malade. Et tout. Et elle m'a dit, elle avait pris ses congés annuels et elle partait se faire soigner au village. Donc, elle me laissait avec ma grand-mère à la maison. Et tout. Mais c'est vrai que le matin, quand elle partait, moi, j'ai demandé l'argent. Je voulais l'argent pour aller acheter bouillie. J'adore la bouillie. Oui, 2000. Ouais. Baka. Et je la regardais partir. Parce que j'étais malade aussi quand elle partait. Moi, mais j'étais malade aussi. Donc, je la regardais partir. Je l'ai vue partir. Je l'ai vue disparaître. Elle m'a dit, je reviens. Ouais. Et des jours après, quelques jours après, il y a un monsieur qui est venu à la maison. Là, j'en étais au salon avec mes cousins et tout. Et le monsieur, là, lui, quand on le voit, c'est que c'est la mort. C'est tout ce qu'il savait. Ah bon? Donc, moi, j'étais petite. J'étais petite, mais j'ai ce souvenir-là que quand mes cousins, on l'a vu, on dit, ah, lui, là, il est venu. Les gens vont venir pleurer encore. Il vient toujours annoncer des mauvaises nouvelles. Mais la mort, c'est quoi? Tu ne sais pas ce que c'est, la mort, en fait. Ouais. Donc, moi-même, chef de gang, j'étais bien, bon, déjà, mes cousins n'ont pas sorti. Et on sort de la maison. Non, mais en fait, il a dit devant nous, il a annoncé devant nous, Popo est morte. Mais bref, Popo est morte, je ne sais pas, ça veut dire quoi? Moi, j'ai pas percuté. Donc, je lui ai dit, 6 ans. Je l'ai dit, on n'a qu'à sortir à mes cousins, quand ils ont commencé à pleurer. Je dis, sortons. Ouais. Et on sort. Et quand on est dedans, en fait, il y en a un d'entre eux qui réfléchit, puis qui me dit, mais Popo, c'est ta maman, non? En fait, là, en fait, des fois, je rentre dans la maison et je regarde ma grand-mère. Et puis, elle m'ouvre les bras. Oui. Et là, je comprends. Après, je comprends. Bref. Donc, après, tu as tout le monde qui est là, qui te prend en pitié. Les gens viennent, ils pleurent, ils te regardent. Ouais. Ils font le... C'est magri beaucoup, là. Si. Tout. Et vous savez que ma maman, elle est le premier enfant décédé. Chez les Akans. Ils appellent ça fléwa, je crois. Et qu'il faut l'enterrer rapidement, sans procédure. Comme chez les musulmans et tout. On l'enterre rapidement, sans procédure, pour le premier enfant qui décède. Donc, je crois qu'il avait déjà enterré là-bas. Elle est décédée au village. Oui. Il l'avait déjà enterré. Et je ne sais pas où il l'a enterré. Je suis jamais allée. Ils enterrent vraiment sans procédure. Tu me diras, ils n'ont même pas déclaré son décès à ma mère. Waouh. Administrativement. Donc, moi, de toute façon, on faisait quand même une veillée. On a fait quand même une veillée. Et il y avait la musique et tout. Moi, tu pleures un peu, tu ne comprends pas. Ouais. Tu pleures un peu, tu danses perdu. un peu, tu t'amuses, tu es petit. Oui. Et donc, à la veillée, je me souviens, il y avait des enfants du quartier qui disaient, c'est quelle veillée, c'est quelle funérailles, il n'y a pas cercueil. Ça m'a fait mal, je n'ai jamais oublié. Ouais. Les enfants sont crus, en fait. Mais bon, c'est vrai. Ouais. Et là, en fait, j'ai une cousine plus âgée qui se met à pleurer. Elle pleure, et puis elle appelle un nom. Elle dit, Ouattara, Ouma, tu nous as fait ça. Et en fait, ce nom-là, je l'avais déjà vu, je savais lire. Je l'avais déjà vu sur mon carnet de notes à l'école. En fait, c'était marqué nom de la mère, Kofi Adjoapoli, nom du père, Ouattara Ouma. Alors que mon père s'appelle Kofi Edouard. Oui, si. Mais tu ne poses pas de questions. Et donc, c'est là que je comprends. On ne m'a pas expliqué. Ouais. Quand elle a dit Ouma, j'ai compris que moi, c'était mon père. On ne m'a pas dit que ton papa et moi, on ne m'a rien dit. J'ai compris seul. Tu as eu cette réalité qui t'a frappé en plein visage. Ouais. Et je suis un enfant, mais automatiquement, en fait, j'ai eu du mal à appeler Edouard papa. Ouais. Comme si, en fait, il m'avait menti, mais il ne m'a rien fait. Mais mon regard a changé. En mode, tu n'es pas mon papa, quoi. Ouais. Et ce Oumar, justement, qu'on m'avait caché, j'ai commencé à aimer mon père. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait à ma mère, je ne connais pas leur histoire. Mais vu que personne ne m'a rien dit, moi, mon père, je l'aime, mais d'un amour incommensurable, quoi. Je ne sais pas. Mais vous n'êtes... Je suis enfant unique. Enfant unique, ok. Et donc, je l'aime d'un amour incommensurable sans l'avoir connu. Et c'est là qu'après, on m'explique, quand je suis plus grande, on m'explique qu'il m'aimait beaucoup, que quand maman était enceinte, était malade, justement, bon, à cause de la maladie, elle était beaucoup malade. Et puis un jour, ma grand-mère lui a dit que c'est pas que de ton enfant que moi, mon enfant va mourir, c'est ça, pour toi, l'enfant enlevé. Et lui, il avait tellement peur, en fait. Il m'a dit, d'accord, bah, si c'est ça, on a enlevé. Ma grand-mère dit, non, parce que j'étais énervée que j'ai dit ça. Et je me souviens d'une scène, j'ai toujours regardé beaucoup la télé, les films. Une scène où maman était malade et puis elle m'a dit, elle voulait me parler. Et elle m'a dit, si un jour je meurs. Et puis j'avais regardé un film avant où la fille avait dit à sa maman, ne dis pas ça, tu vas pas mourir. J'ai répété la même chose. Aujourd'hui, je me dis, mais si je l'avais écouté. Mais après, c'est justement pour ça que j'ai commencé à écrire et que j'étais
sombre dans tout ce que j'écrivais parce que la vie n'avait pas de sens pour moi. Ouais, tu ne comprenais pas ce qui se passait. On m'avait tout enlevé et j'avais même pas, moi, le droit de vivre selon ce que je pensais. Pourtant, ma famille a toujours été là. Ils ont toujours été là. Ma mère, donc du coup, je l'appelais Tanti. Quand ma mère part et tout, elle me dit de l'appeler maman. Ça, c'était très difficile pour moi. Les débuts étaient pas évidents. C'était difficile. La transition était difficile. Au point où ma maman c'est une femme forte, c'est une femme de caractère et tout. Elle ne me parlait plus. Hein. Donc, quand je l'appelle Tanti, il ne faut plus que je lui parler. Et tout, tu vois. Et mes grandes sœurs ont été formidables. Donc, mes grandes sœurs me parlaient, elles priaient pour moi. Franchement, mes grandes sœurs ont été là, elles m'ont aidée progressivement. C'est que j'ai eu du mal à me dire que j'avais le droit, en fait, à une famille. Et ça, c'est quelque chose que... Tu te refusais ce bonheur. Même aujourd'hui encore, il y a certaines choses que je me refuse parce que je me dis, j'ai pas le droit. Pourtant, en fait, on m'a tout donné. Là, je dis que le diable, c'est un menteur quelque part. Parce que j'ai tout eu, en fait. J'ai tout eu. Et ma mère elle m'a tout donné. Mes frères et sœurs, parce qu'à l'époque, ma maman, elle travaillait, elle surveillait ma grande sœur, donc la dernière de ma maman. C'est ça. Et donc, ma grande sœur, je pense qu'elle a perdu sa mère aussi, parce que ma maman, c'était comme sa maman, c'était sa grande sœur, c'était très proche. Elle, ça l'a vraiment fatiguée. Elle a beaucoup souffert parce qu'elle avait des souvenirs d'elle. Moi, j'avais très peu, tu vois. Mais malgré le fait que j'ai très peu de souvenirs, ça a été difficile de faire le deuil. C'est seulement après mon recueil de nouvelles, donc quand j'ai eu 20 ans, que j'ai bouclé la boucle, en fait, quelque part. Tu as fermé ce chapitre. Ouais, je me suis dit... on va dire, tu as retrouvé un peu de paix après cette partie de ta vie. J'ai accepté. Ouais. Un jour, un prêtre m'a dit, ta maman avec qui sa vie, elle est partie. C'est ça. Au vive la tienne. Ouais. Et ça a été difficile. Et en fait, c'est comme si tu te complaisais dans la souffrance. C'est comme si tu te complaisais parce qu'en fait, il n'y a rien. C'est ça que c'est vraiment très spirituel. C'est comme si tu te faisais des films. Ouais, tu as tout le bonheur autour. Tu as tout pour être heureux, en fait. Et puis, tu te fermes toi-même. Tu te mets dans une coquille. Tu nourris la tristesse. Et je suis heureuse d'être délivrée de ça parce que ça n'avait pas de sens. Tu pensais que tu souffrais de dépression? Petite, ouais. Moi, je voulais me suicider. Hein. Ah ouais, mais j'étais petite. Et ce qui m'a sauvée aussi, c'est l'amour. Mais l'amour de mes neveux. C'est ça qu'aujourd'hui, mes neveux... Quand j'étais aussi le seul enfant, la seule petite de la maison. Donc, un jour, j'ai écrit à ma maman que j'avais 9 ans. J'ai dit à ma maman, à Noël, que je veux un bébé. Je veux un petit frère. Elle me dit, vraiment, c'est compliqué. Il faut aller dire à ta grande soeur, donc à mon aîné. Et donc, elle est tombée enceinte quelques temps après. Donc, on dit que son enfant, c'est mon enfant parce que c'est moi qui l'ai demandé. C'est ça. Et donc, j'avais 9 ans quand il est né. Il est né un 20 novembre, à 11h. Et en fait, j'étais à l'école, quand je suis arrivée à la maison, quand je l'ai vu, en fait, il y avait un bébé, il y avait quelqu'un qui était là. En fait, j'avais une nouvelle personne, J'avais une raison, en fait, j'avais une raison de vivre. J'avais quelqu'un à aimer, à choyer. Oui, tu vois. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, en fait, ça était fusionnel. C'était mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami, mon neveu. Aujourd'hui, il a 21 ans. Mais en fait, de l'aimer, ça a donné un sens, en fait, à ma vie. Même si j'étais encore quand même timorée, triste et tout ça. Mais quand je pensais à des choses tristes, genre, je mérite de mourir et tout, je me disais, mais si je pars, il m'aime tellement, il va souffrir, tu vois. Pour ne pas qu'il souffre, il faut que tu restes, tu vois. Tu avais quelque chose pour te raccrocher à la vie. Oui, et au fur et à mesure que mes sœurs ont fait des enfants, j'avais encore plein de raisons et tout. Surtout que j'étais 9 ans, l'autre année, j'avais 11 ans. Il m'appelle Malika, les deux. Oh, je suis là, tante, aucun respect. Mais parce qu'en fait, on a grandi ensemble. Tu vois. Et ils m'ont porté. Donc, vraiment, l'amour m'a sauvée. L'amour m'a sauvée. Et comme je te disais tout à l'heure, je suis consciente, en fait. Je suis consciente d'avoir une grâce très particulière sur ma vie. Et je cherche encore, en fait, ma mission de vie. Parce que je fais beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'impact et tout. Mais tout ce que je fais, ce n'est pas des plans écrits. Je suis quelqu'un qui dit toujours à Dieu, prends ma main et puis allons-y. Guide-moi. Tu vois, allons-y. Je ne sais pas trop où je m'en vais, mais je sais que j'ai l'assurance d'où je pars. Et quand j'ai besoin d'orientation, quand je veux des choses, je lui dis, je ne sais pas trop si c'est bon pour moi ou pas. Toi, tu sais, moi, j'aimerais, tu vois. Mais finalement, je te fais confiance. Et dans tout ce que je fais, je suis entière, je suis reconnaissante, beaucoup de reconnaissance envers toutes les personnes qui m'ont aidée, envers ma grande sœur. Je passe mon temps à écrire sur Facebook chaque année que ma grande sœur a donné un ordinateur. C'est important d'être reconnaissant. Je suis reconnaissante envers Charlène, je suis reconnaissante envers Madame Roland. En fait, toutes les personnes, je n'oublie pas en fait. Pourquoi Sandrine Roland et Christian Roland? Je n'oublie pas en fait le bien qu'on m'a fait. Même le métier de conceptrice-rédactrice, comment je l'ai connu, c'est un aîné, il s'appelle Moïse Marot,
qui m'en a parlé. Je suis reconnaissante envers lui parce que c'est lui qui m'a montré, en fait, ce métier-là que j'ai épousé et qui aujourd'hui me mène où je suis. Donc, en fait, ma vie, elle est pleine de reconnaissance. Et la difficulté au stade où je suis, c'est de prendre conscience de mon potentiel parce que je ne suis pas à 20% de mes capacités, tu vois. De prendre conscience de mon potentiel et puis de m'organiser, d'organiser tout ce qui est idée, de me rendre compte, en fait, de l'étendue des choses que je peux faire et puis vraiment de m'organiser. Je ne vais pas te dire que le succès, je ne sais pas de quel succès on parle. Les séries ont eu du succès, mais moi, je me cherche encore. Professionnellement, je me cherche. Intérieurement, je me cherche, tu vois. Être une bonne personne, être utile, faire du bien autour de soi. En fait, la vie, il faut juste vivre une vie simple, quoi. Ouais. Être heureuse, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que tu penses que tu vas écrire sur ta vie? Je veux dire, écrire sur ta vie, mais le porter à l'écran. Mon manager, Yacine Tountou, m'a dit que... il m'a dit qu'il fallait qu'on le fasse, mais il m'a dit, tu ne vas pas écrire toi-même. Oui, non, forcément, parce que tu seras trop impliqué. Oui, il m'a dit qu'il aimerait bien le faire. Je pense que tu pourrais inspirer énormément de jeunes, de personnes qui sont dans cette situation, qui ont vécu cette situation, qui se cherchent aussi et qui cherchent à trouver comment puiser de la force dans ces difficultés de début de parcours, de début de vie, pour pouvoir être en paix avec eux-mêmes. Ça peut être vraiment inspirant pour eux. La paix envers soi, se réconcilier avec soi-même, se pardonner. Oui. En fait, en vrai, je n'ai rien à me pardonner à moi, à mon moi enfant, sinon que de ne pas avoir vu tous les cadeaux que la vie m'a donnés, parce que la vie m'a fait d'énormes cadeaux et je n'étais pas assez mature pour les voir, pour comprendre. Donc aujourd'hui, avec le recul, il y a un ami qui s'appelle Daryl Fakambi qui dit qu'en fait, en toute chose, il y a des cadeaux. Il faut savoir détecter les cadeaux. Même dans le malheur, en fait, il y a des cadeaux. Si aujourd'hui, ma mère n'était pas partie, je ne serais pas là. Si mon père n'avait pas transmis la maladie à ma mère, je ne serais pas là, tu vois. Et donc, des fois, on ne se rend pas compte. Tout a un but, en fait. Tout a un but, tout a un objectif. Comment tu te projettes, Malika, dans 5 ans, dans 10 ans? La Malika dans 10 ans? Dans 10 ans? Oui. Je pense que ce qui vient, déjà, moi, dans ce que je vois pour moi, c'est que je parle. Franchement, j'ai toujours vu parler. Parler dans le sens où je veux réconforter, je veux inspirer. Et donc ça, c'est à travers, donc, du coup, tout ce que je fais, tout ce que je produis, tout ce que je dis. Donc, de prendre aujourd'hui que je suis à la parole en face de vous, en face de toi, et de me dévoiler un peu. Je me dévoile beaucoup. Des fois, les gens me disent, mais tu te dévoiles trop et tout. Je dis, en fait, on n'est pas seul à vivre les choses. On est nombreux à vivre certaines choses, mais chacun dans son coin pense qu'il est seul. Donc, quand quelqu'un ouvre la bouche, prend la parole pour dire, l'autre se reconnaît, il se rend compte que je ne suis pas la seule à vivre ça, et tu trouves des solutions. Donc, il faut que certains, en fait, se viandent. Il faut leur dire, ça veut dire quoi, se viander? se mettre à nu, tu vois. Pour que d'autres puissent trouver des réponses. Je suis preneuse. Dans 10 ans, j'espère déjà que je serai maman. Mais on te le souhaite. J'en veux pas beaucoup, juste 2, ça suffit. On te le souhaite. Dans 10 ans, j'aurai 40 ans. 40 ans pile. Et j'ai envie de dire au sommet de mon art. Ou comment, je ne sais pas. Mais au sommet de mon art. En train de faire... Parce que là, je fais, tu vois, maquisa, fouteuse et tout ça. Il faut que je prenne conscience, en fait, de l'angle créatif que je veux développer. Qu'est-ce que je veux véhiculer? Là, tu vois, on va dire des coups d'essai. À la longue, en fait, il faut que je trouve ce que je veux véhiculer comme message. Il faut que je trouve ce que je veux représenter. Il faut que j'ai vraiment cette signature-là qui est Malika Ouattara, qui va plaire ou pas, mais qui sera vraiment moi. Donc, c'est vraiment prendre conscience de ça et puis m'orienter écrire selon moi, avoir un message qui me représente. Et donc, avoir la liberté de t'exprimer et de partager cette émotion. Mais je prends conscience qu'à travers ce que je fais, je peux impacter. Donc, qu'est-ce que je veux mettre en avant? Qu'est-ce que je veux mettre en image? Qu'est-ce que je veux dire? Quel genre de personnage je veux montrer? Peut-être du cinéma de cause, pourquoi pas? On ne sait pas. Donc, vraiment, c'est vraiment ça. Donc, dans 10 ans, en tout cas, je serai au sommet de mon art. Et on te le souhaite parce qu'en plus, ça démarre déjà avec des prix
qui ont été glanés par la série Isabelle. Et là, normalement, en tout cas au moment où l'épisode sera diffusé ce dimanche-là, il y a la cérémonie des Nissa. Oui, tu peux expliquer c'est quoi les Nissa? C'est la nuit... faut pas me fatiguer. Hein. la nuit du cinéma ivoirien, en tout cas, on va dire ça. C'est la nuit du cinéma ivoirien, non? Oui, oui. De l'art, de l'audiovisuel. Je vais retrouver ça rapidement, mais c'est en tout cas le cinéma ivoirien qui est récompensé chaque année par la grande sœur Patricia. Oui, oui. Mais donc, c'est vrai que l'année dernière, Makiza a été nommée dans plusieurs catégories. On a eu un seul prix. Mais cette cérémonie, je suis certaine que vous allez gagner beaucoup de prix. C'est vendredi. C'est la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel Nissa. Je t'avais bien dit. De la langue. Oui, c'était ça, oui, effectivement. Et c'est vraiment l'événement qui récompense le cinéma ivoirien. Oui, c'est important. C'est très important. Ça a 5 ans. Ouais. On ne se rend pas compte. On se rend pas compte de l'importance de ce genre de cérémonie. Merci à Madame Patricia qui fait un grand travail. Moi, comme je le dis, ce n'était pas un univers dans lequel je me voyais. Mais première année, nominée, récompensée dans son pays. Ouais. Tu vois, dans son pays, c'est une reconnaissance qui fait chaud au cœur et qui donne envie de faire mieux. Donne envie de faire mieux. Et là, vous avez 9 nominations, normalement, pour Fouteuse de troupe. C'est énorme, on verra bien. En tout cas, félicitations pour ceux qui ont gagné des prix dans, je sais pas. Oui, bravo à toute l'équipe. Félicitations. Oui. Si moi-même, j'ai gagné aussi. Tant mieux si je n'ai pas gagné. Écoutez, l'année prochaine, je vais gagner. Non, mais je suis certaine qu'au moment où cet épisode sera diffusé, dans la soirée, c'est certain qu'il y aura des prix. Il y aura des prix pour Fouteuse de troupe. Et ça, c'est vraiment pour toute l'équipe. Parce que c'était excellent. C'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous tous. Quel conseil tu pourrais donner à ces jeunes, ces hommes, ces femmes qui aimeraient embrasser la même carrière que toi en tant que conceptrice-rédactrice, qui voudraient travailler dans l'univers de la télé en tant que développeur et faire du développement créatif, scénariste également? Quel conseil tu pourrais leur donner? Déjà, c'est des métiers pour la plupart qu'on apprend aussi sur le tas de certaines manières parce que la passion d'abord... Et ensuite, l'écriture, le talent de l'écriture qui n'est pas inné pour tout le monde. Et après ça, la chance de rencontrer des personnes qui nous structurent dans notre parcours. Et puis, les opportunités aussi qui arrivent et tout. Quel conseil tu pourrais donner à ces personnes qui aimeraient embrasser la même carrière que toi et qui ont quand même ce talent, un peu de ce talent que tu as en termes d'écriture? En fait, tu vois, quand des gens m'écrivent beaucoup, je travaille avec toi, je vais faire ça avec toi et tout. Moi-même, je travaille pour quelqu'un. Je ne sais pas si vous savez. Je sais pas si vous savez. Le boss, Fabrice Awignon. Pour dire que il ne faut pas forcément attendre. Il ne faut pas forcément attendre qu'on vienne vous tendre une perche. Ouais. Si tu sais écrire, que tu aimes écrire, moi, je n'ai pas attendu quoi que ce soit. J'ai écrit, les gens ont vu. J'ai écrit sur Internet. Je n'ai pas attendu, en fait, que les opportunités viennent. Donc, tout de suite, ça va pas se faire comme ça, de manière systématique. Il faut écrire, continuer de faire ce que tu aimes faire. Si c'est de faire, tu es scénariste, que tu as un ami qui, par exemple, est réalisateur. Aujourd'hui, on peut faire tout avec un petit téléphone et tout. Il faut juste vous lancer. Il faut vous lancer, ça vous permet déjà de vous exercer, de vous préparer. Et quand l'opportunité, elle va arriver, vous serez prêt à la saisir. Et donc, il faut juste travailler. Il faut travailler. Il faut travailler pour soi déjà. Il ne faut pas travailler en mode, je veux que mon film passe à la télé, je veux gagner tout de suite de l'argent et tout, non. J'insiste dessus. Il n'y a pas l'argent dedans. Donc, venez vraiment par passion. Il faut le faire avec passion, avec honnêteté. Et les opportunités, quand elles vont arriver, il faut savoir les saisir. En fait, des fois, les jeunes là, les jeunes, en fait, ils sont têtus. Dans le sens où ils veulent tout de suite, tu vois. Alors que c'est un processus qui prend du temps. Et puis, il ne faut pas... Une fois que vous serez face au succès, il ne faut pas oublier d'où vous venez. Il ne faut pas oublier d'où vous venez. Il ne faut pas oublier que ce sont des montagnes russes, en fait, la vie. Aujourd'hui, tu es en haut. Demain, tu peux être... Voilà. Et donc, quand tu seras en bas, qu'est-ce qui va te rester, en fait? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que... En fait, c'est... Justement, c'est ton honnêteté, c'est tout ce que tu as fait. Moi, des fois, ça c'est une anecdote juste vite fait, je ne peux pas travailler sur plusieurs projets à la fois. Parce que déjà, ce que je fais à la télé me prend du temps. Et quand je ne suis pas satisfaite de quelque chose que je donne, c'est moi, quoi. Il y a un ami qui m'a dit, c'est vrai que tu n'as pas de problème, que tu peux refuser. Parce que nous, on prend tout pour faire ce qu'on peut. C'est bon, c'est pas bon, le client à apprendre.
je prie Dieu, en fait, de ne jamais arriver à ça. Parce que dans ce qu'on fait en auteur, quand on signe, tu signes ton nom. Ouais. Tu signes le nom de Moubarak. La réputation. Donc, tu signes ton nom. Il faut prendre conscience, en fait, de ça. Il faut faire les choses bien. Il faut vous préparer, vous former. Moi, je suis quelqu'un, comme je dis, moi, j'ai tout appris sur le tas. Mais si vous avez l'opportunité, formez-vous, préparez-vous, croyez en vous. Et quand l'opportunité va arriver, vous allez briller de la meilleure des manières. Une avant-dernière question, parce que c'était très passionnant. Dis-moi. Tu as parlé de jeunes, d'opportunités, mais surtout de faire avec les moyens dont on dispose. Il y a, grâce à Internet, grâce à l'accessibilité des outils comme des téléphones portables, smartphones de dernière génération, beaucoup de jeunes créateurs de contenu qui créent, qui font des films, qui font des courts-métrages, avec leur smartphone, qui font de l'humour, de belles choses, des Paul Yvétiens, de très belles choses, des Ange Freddy, et plein d'autres, et tout ça, et tout, même ceux qui font des clips vidéo, 19 ans, 20 ans, qui font de super réalisations. Qu'est-ce que tu penses de toute cette émulation, de cette jeunesse créative qui met en scène son quotidien à travers les outils dont elle dispose sur Internet et qui magnifie la vidéo? Et c'est ce qu'il faut faire. Je veux dire, le monde évolue, donc il faut savoir évoluer avec son temps, et ils ont une chance énorme, en fait. Justement parce que, tu vois, tout ce qu'ils font, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre que l'opportunité arrive à toi. Ils n'attendent pas. Ils montrent ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, Paul Yvétiens, ils peuvent être appelés par une grosse production pour réaliser un grand film et tout. Donc, il faut montrer son potentiel. En fait, je pense que, comme je le dis, il ne faut pas le faire pour, tu vois, pour l'argent. Il faut le faire pour la beauté du geste, pour l'expression. La beauté de l'art. De l'art, tu vois. Et donc, je suis vraiment fière d'eux. Moi, j'aurais aimé, tu vois, plus jeune, avoir ça. Bon, plus jeune. Malika, tu n'es pas si vieille que ça. T'es pas vieille, hein? Mais je veux dire, avoir cette réactivité-là. Parce que moi, comme j'ai pas le côté image encore, c'est un truc que je peux développer, que j'ai pas encore commencé. Je suis vraiment juste écriture et tout. Mais c'est magnifique de vivre avec son temps. Même aujourd'hui, même pour l'écriture, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour demander des idées et tout. Exactement. Par contre, moi, je ne deal pas encore avec ça. Très difficile pour moi de dealer avec. Tu n'utilises pas encore ChatGPT, hein? Je ne deal pas avec ça. Genre, donne-moi des idées. Non, je dis pas encore avec ça. Tu évites. J'évite. Mais c'est quelque chose qui existe et que certains utilisent et que ça aide. Donc, il ne faut pas avoir honte de vivre avec son temps, d'utiliser tout ce que tu as comme technologie pour dire ton art, pour apprendre aussi, surtout, pour apprendre. Est-ce que tu as un dernier, je sais qu'ils attendent tout ça, un petit indice sur quoi? Sur Maquisard à venir. Parce que Fouteuse de troupe, on sait qu'on va attendre encore. Mais Maquisard, un petit indice. 2025. Genre qui va faire réfléchir les gens. Un indice sur la date de sortie, c'est quoi? Non, pas la date de sortie. Genre sur un des personnages, ou bien sur le scénario. Genre un petit indice que les gens vont chercher dans la saison 1 pour dire « Ah, mais elle a dit ça. » Ça aura un impact sur la saison 2. Tout ce que je veux dire et que je sais qu'il va se passer, c'est que vous allez me frapper. C'est tout. Malika. C'est tout. Tu n'as rien dit. Vous allez me frapper. Vous allez, à la fin... Bon, on voulait te frapper pour la fin de Fouteuse de troupe. Oh, c'est pour ça que vraiment, vous allez me frapper. Mais non, mais j'ai plus un indice sur Maquisa 3. OK. Vous n'êtes pas prêts pour ça. L'indice, vous n'êtes pas prêts pour ça. Ah bon? Ah oui. C'est une surprise. C'est une surprise. On va se contenter déjà de Maquisa 2. Par contre, je peux dire un seul truc, je peux dire. Je peux dire. Nourris-nous. Non, je peux dire ça. Nourris-nous. Non, en fait, je veux dire que au fil du temps, j'écris avec le public. Je les écoute. Et des fois, même ils inventent des histoires. C'est pas mon idée. Et même ils ont inventé un truc dans Maquisa 1 là. J'ai pris ça, j'ai mis ça dans Maquisa 2 juste pour vous faire plaisir. Donc, vous avez inventé quelque chose. Vous avez mis un truc sur Grâce. Sur Grâce. J'ai pris. Elle a regardé. Et puis son cœur reste ouvert. Allez-y chercher ce que vous avez dit dans les commentaires. Merci, Malika. Merci à toi. Tu avais des choses à dire? Je ne savais pas. Ah oui, non, tu les as beaucoup dites. Je ne savais pas que j'avais des choses à dire. Tu penses que tu les as toutes dites? Est-ce qu'on dit tout? Est-ce que, en fait, si on veut tout dire, si on veut beaucoup parler, se raconter, on peut parler pendant des heures. Tu vois. Malheureusement, le temps nous est compté, le temps est précieux. Je pense que j'ai dit l'essentiel.
J'ai dit l'essentiel. On a beaucoup apprécié ton authenticité et surtout ce parcours. On a vu comment tu as pu trouver de la force dans ce que tu as vécu et comment tu transposes cette force au quotidien dans ton travail, dans la créativité que tu proposes à la télévision et également la créativité que tu proposes dans tes textes, dans tes scénarios et qui sont portés à l'écran par des réalisateurs et qui nourrissent le public ivoirien et africain. On te remercie pour ça. Tu es une inspiration. Tu es une femme forte. Tu es un talent inné et je considère que tu es une grâce aussi pour notre pays. Tu parles je veux dire, de ta jeunesse, de ton âge et tout, mais c'est avec des personnes comme toi que la Côte d'Ivoire de 2030-2040 va rayonner à travers le monde, à travers l'image, à travers le texte, à travers la vidéo. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi, je vous dis également merci, merci, merci. On a dépassé les 20 000 abonnés, on a 21 000. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter également cet épisode. Si vous avez des questions sur le métier de concepteur-rédacteur, de scénariste, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis certaine que Malika prendra un peu de temps pour y répondre. Et également, n'oubliez surtout pas, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les nouveaux épisodes. D'ici là, restez toujours connectés. Partagez cet épisode, partagez la bonne vibration et je vous dis à très bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Ciao, ciao.